Bonjour, je suis Julien Hérisson et pour l'écran vagabond du Trièvre, je vous propose Discussions de cinéastes. Des longs entretiens avec des réalisateurs ou réalisatrices pour analyser leurs films et parler écriture, mise en scène, direction d'acteurs, montage, bref, parler du cinéma comme d'un artisanat. Aujourd'hui, petit pas de côté, je discute avec l'équipe technique d'un film, ce qu'on appelle les chefs de poste. Avec 20 dieux, il y a la belle histoire de ce premier film fait par une femme de 30 ans, là où elle a grandi, avec des noms d'acteurs du coin, avec sa famille et des amis de sa promotion à quasiment tous les postes techniques. Une sorte de film AOC, frais, authentique. Et cette histoire n'est pas mise en scène, elle est vraie. Mais on en oublierait presque qu'il s'agit d'un film qui emmène haut le cinéma. Un film qui met le processus de fabrication d'un fromage au centre de sa narration, comme une allégorie à la fabrication d'un film. C'est d'ailleurs cela qui m'intéresse avant tout. Comment on fabrique un film ? Loin de l'image du génie créatif ou du chef-d'œuvre qui sort de nulle part, un film, c'est avant tout la fabrication d'un prototype où 90% du temps, on se pose des questions concrètes, rationnelles. C'est une entreprise artistique et collective qui vise à raconter une histoire. D'ailleurs, on dit souvent qu'on écrit 3 fois l'histoire d'un film. Au moment du scénario, au moment du tournage, au moment du montage. Chaque fois, le film se reconstruit. Ça tombe bien, je vais échanger avec Théo Abadi, le co-scénariste, Elio Balezzo, le directeur de la photographie, et Sarah Grosset, la chef monteuse du film, soit les plus proches collaborateurs de la réalisatrice aux 3 moments clés de fabrication du film. Bonjour Théo. Bonjour. Alors tu es le co-scénariste du film, tu étais donc au tout début de l'aventure. À quel moment, toi, tu rentres dans le projet ? Je veux dire, où en est le projet lorsque tu en prends connaissance ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait la cinéfabrique dans la même section que Louise et dans la même promo, en scénario. À partir de la 2e année, on commence l'écriture de nos longs métrages respectifs. Et à ce moment-là, Louise, elle était déjà en train d'écrire un film qui se passait dans le Jura. À l'époque, elle s'était inspirée d'un fait divers qui opposait 2 villages dans une guerre de fromagerie. Il y avait les gruyères et les camemberts. Et c'est une vraie histoire en fait qui s'est passée dans le Jura. Et donc le fromage était déjà là, elle tournait autour de ça, mais l'histoire était complètement différente. Et c'est quoi les premières intentions qui sont évoquées ? C'est quoi le genre de récit qu'elle avait envie de raconter ? Louise, elle a toujours voulu raconter des récits dans lesquels les personnages sont des héros. Et en fait, elle a, dans beaucoup de références, il y avait le cinéma américain. Mhm. Louise, c'est ce qu'elle regarde le plus. Elle regarde énormément de comédies romantiques américaines. Elle est fan de Julia Roberts. Donc, bon, alors ça, c'est pour ses inspirations. Mais en tout cas, elle a, je pense, dans sa veine, un fort attrait pour le cinéma de divertissement. Et l'intention, je pense, c'était de faire un film dans sa région et qui soit un film populaire, qu'on aille voir en famille, qu'on aille voir à l'occasion d'une sortie, quoi. Elle se méfie de l'intellectualisme ou du misérabilisme dans le cadre de films sociaux, parce que Vendu reste un film social, Mhm. d'une certaine manière. Alors, l'histoire, c'est celle de Totone, 18 ans, qui passe le plus clair de son temps à descendre des bières et écumer les balles du Jura avec sa bande de potes. Mais la réalité le rattrape. Il doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région pour remporter la médaille d'or d'un concours agricole avec 30 000 euros à la clé. Faire du fromage un personnage central, c'est une idée peu commune quand on y réfléchit. Quand Louise Courvoisier te parle du film pour la première fois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Où est-ce que tu sens que tu peux lui apporter quelque chose en tant que co-scénariste ? J'ai pas l'impression, peut-être contrairement à vous, que le fromage est le personnage central du film. J'ai l'impression que c'est le fil rouge, que c'est peut-être le médiateur entre les personnages. C'est vrai qu'il est très présent. C'est la mascotte, en fait, je dirais, du film, le comté. C'est la mascotte et c'est l'âme du film, en fait. L'âme du film, elle est dans le fromage, elle est fossilisée peut-être dans le fromage. Mais la première fois qu'elle m'en parle, en fait, moi j'ai envie de la suivre aussi parce que c'est mon amie. Mhm. Peut-être ça répond pas à la question, mais en fait, j'ai envie de vivre cette aventure avec elle et j'étais déjà allée dans le Jura en fait. Hmm. Et je savais que c'était un endroit qu'elle elle avait très envie de filmer. Donc, je me suis pas tant posé de questions en fait sur le sujet même du film. C'est étrange comme réponse peut-être, mais j'y suis allée avec le cœur beaucoup quoi. Durant la période d'écriture, comment a fonctionné votre binôme ? Est-ce que vous écriviez en même temps ? Est-ce que c'était plutôt des allers-retours ? Est-ce que chacun avait son domaine de prédilection ? Alors, pendant la période d'écriture, du coup,
coup, qu'on estime, en fait, c'est étrange, hein, on est dans des estimations, je pense qu'elle a duré entre 3 ans et demi. En fait, il y a deux choses. Il y a le rythme des rendus, ça qui est rythmé par en fait les commissions, puisqu'en fait on charge de l'argent Mhm. pendant la période d'écriture. Donc on a des commissions au CNC, on a des commissions pour les régions, on a des rendus pour la production, on a des rendus pour les distributeurs. Donc ça rythme des moments en fait où on se retrouve avec Louise pour travailler. Ensuite sur la manière même de travailler, voilà comment ça se passe généralement. On se retrouve la plupart du temps dans le Jura, chez elle. Mhm. Elle me réveille à 8 heures du matin pour qu'on aille courir. Ensuite, on fait du brainstorming, c'est-à-dire qu'on discute énormément. La plupart du temps, le premier jet, c'est elle. Les dialogues, elle lâche pas trop. J'en ai écrit quelques-uns, souvent humoristiques. C'est-à-dire que moi, j'ai eu peut-être aussi à des moments la touche humoristique, mais Louise, elle est très attachée au dialogue, surtout que là, c'était en jurassien. Et ensuite, moi, je repasse derrière sur une matière qui existe déjà. Et là, on la retravaille ensemble, à 4 mains. Voilà. Alors, on dit souvent que pour un premier film, il faut écrire sur ce qu'on connaît, ce qui nous est intime, ce qui est le cas de Louise Courvoisier. Et encore, il faut ensuite savoir le reconstruire, ce qui est très très loin d'être simple. Mais ce rapport au récit personnel, à la ruralité, que peut-être toi tu connaissais un peu moins, comment tu rentres dedans? Alors, dans la ruralité, je rentre de manière assez physique, dans le sens où en fait, on a visité beaucoup de fromageries de la région de Louise. Moi, j'ai tenu la buvette dans un festival, on a fait les balles des pompiers, on a rencontré des gens. À titre personnel, je pense que toute coécriture pour un coauteur doit passer par une phase de documentation et d'immersion. Mhm. J'ai créé un film à Lourdes, je suis partie avec une association qui s'appelle Voir Ensemble, je me suis occupée d'une dame aveugle pendant une semaine, bénévolement, enfin c'est des démarches qui sont des démarches qui permettent ensuite d'être dans un rapport humaniste Mhm. dans ce qu'on écrit. Je m'imprègne des gens, je m'imprègne du territoire, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, en fait. Si on les invente, ça veut dire que on travestit la réalité. Hmm. Un mot sur le titre. Un titre, ça donne un ton, une direction. Et là, Vaindieu, donc on l'entend souvent dans la bouche des héros comme un juron, mais c'est plus que ça. L'expression Vaindieu a quelque chose d'assez mystique, comme si on convoquait tous les dieux de l'Antiquité ou alors qu'on récusait l'idée d'un dieu unique. Ça donne quelque chose d'à la fois trivial et symbolique, quelque chose de très terrestre et de céleste en même temps. Puis il y a aussi un petit côté mystérieux à ce titre. Ça crée instantanément un désir de savoir de quoi il s'agit vraiment, ce qui est un choix plutôt bien vu. En tout cas, ça claque bien, quoi. Et moi, je me souviens, la première fois que j'entends parler de ce film, au moment où il est montré à Cannes, je me dis, tiens, il est pas banal ce titre. Et la question que je me pose, c'est d'où elle vient cette idée? L'idée du titre, elle vient déjà du fait que le titre initial provisoire, qui était Automne, ne nous plaisait pas. Et donc qu'il fallait en trouver un autre. La deuxième raison, c'est que, en fait, dans le Jura, c'est une expression qui est beaucoup employée encore. À la place de merde ou putain. Mhm. Et à un moment donné, il a fallu qu'on l'orthographie, en fait. Parce que nous, on pensait que c'était vain, V-A-I-N, Dieu plus loin. Mhm. Que le Dieu était vain, comme s'il n'avait pas réussi à faire son travail. Et en fait, non, c'est une interjection, je pense, qui vient d'encore plus tôt dans l'histoire de la langue française, où en fait on parle de plusieurs dieux. Et donc là, ça a commencé à plaire à Louise. Déjà parce que avec Louise, on est d'accord que les films français avec des titres trop longs, ça donne pas envie d'y aller. Donc, on s'est dit, on veut un truc qui claque, on veut un truc toujours dans cette optique de divertissement. Et donc, tout d'un coup, quand elle a découvert l'orthographe, elle a proposé ça à la production, et puis c'est parti, quoi. Mhm. Alors, souvent, quand il s'agit de ruralité, de monde paysan, on a des films accablants sur leurs conditions, parce qu'ils sont écrits, filmés depuis le point de vue de cinéastes qui sont souvent citadins, parisiens, bourgeois, qui trouvent cette vie pénible. Il y a une forme de condescendance. Je ne vais pas citer des films ou des cinéastes, mais on voit tout de suite qu'il s'agit d'une grande partie des films qui traitent des ruraux, des prolos, ou parfois les deux en même temps, avec un ton systématiquement dramatique. On parle de films misérabilistes. Les personnages écrits sont alors moroses, ils se plaignent constamment, c'est la sinistrose. Mais dans la vraie vie, dans le vrai espace rural, les gens ne se plaignent pas, ils travaillent, ils fabriquent. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment le temps de se plaindre ni de s'analyser.
C'est là aussi où je trouve le film particulièrement juste, c'est dans l'attitude des personnages. Alors bien sûr, l'autrice, réalisatrice Louise Courvoisier a grandi là, tout comme les comédiens. Néanmoins, cette justesse, elle se construit, elle s'affine. Comment, à l'écriture, vous avez réussi à capter une vérité dans ce monde? Pour vous répondre, tout dépend comment on envisage le travail d'écriture. Déjà, si on l'envisage par un passage par l'expérimentation, la documentation, l'immersion, en fait, c'est ce qu'il y a le plus long à faire. Donc, c'est vrai que si on est paresseux de ce point de vue-là, on aura tendance à plaquer des idéaux et être dans un misérabilisme. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de la fiction. Et donc, qu'est-ce que c'est un personnage? Et il se trouve que quand il y a des personnages de marginaux, que ce soit des personnes exilées, que ce soit des personnes pauvres, que ce soit des personnes qui vivent dans des milieux ruraux, que ce soit des personnes qui vivent dans des milieux en banlieue, on a une tendance du cinéma français qui est vers l'accablement, effectivement. C'est-à-dire, comme on veut transmettre un message, tout d'un coup, on prend des personnages qui sont des marionnettes. Des marionnettes à propos, en fait. Hmm. Et c'est ça le problème du cinéma social, en tout cas, que vous étiez en train d'évoquer. C'est que le personnage en lui-même, il n'a pas une existence, il n'a pas d'aspiration. Et donc, pour nous, c'était très important qu'il y ait des portes de réparation quand on abîmait, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, l'amour est une porte de réparation, la découverte de certaines pratiques sexuelles est une porte de réparation, la camaraderie est une porte de réparation, et ça n'existe que parce que ces personnages-là le font vivre. Ce regard biaisé du cinéma, je trouve qu'on le retrouve notamment sur la question de la jeunesse rurale. Une jeunesse qui est souvent montrée comme s'ennuyant, qui ne rêve que d'un truc, c'est de se barrer de chez eux, et en attendant, à qui la vie n'épargne rien. Ici, au contraire, Toton incarne une jeunesse enracinée. Ses liens à la terre ne l'étouffent pas, ils le nourrissent, le rendent heureux, le font grandir pour lui donner du sens. Comment vous avez travaillé ce rapport des personnages à leur environnement rural? Comment on a travaillé pour aussi en faire des personnages plus authentiques, tout simplement, c'était un désir de Louise de caster uniquement des personnes qui venaient du Jura. On n'a pas importé de Parisiens ou de, ou de Bordelais ou de Marseillais ou de voilà. Le but, ça a été d'aller les chercher directement là où ils étaient. Et dans les réflexes, dans les gestes, Louise, elle a gagné beaucoup, je pense, à faire son casting. Alors ça a été très difficile en fait. Au départ, personne voulait trop se présenter au casting. Mais elle y allait pendant quasiment un an avec beaucoup de ténacité. Elle allait chercher des personnes. Et je pense qu'il y a des scènes qui existent grâce à ce casting et quasiment uniquement grâce à ce casting. C'est-à-dire que Maïwen, qui est elle-même en études agricoles et qui fait véler des vaches de manière... Enfin, elle l'avait déjà fait, quoi. Donc ça a permis tout simplement à la scène d'exister et au dialogue d'exister autour. Elle est concentrée sur son rôle d'actrice et son dialogue qu'elle a joué avec Clément. Alors que si elle n'avait jamais fait véler de vache de sa vie, elle aurait été concentrée sur le fait de pas faire mourir le veau. Et donc du coup, ça aurait décalé les choses en fait. Je pense que l'authenticité vient de là en fait. Moi, je le savais depuis le début en fait qu'elle voulait prendre des personnes qui venaient de la région. Donc ça a forcément induit l'écriture, d'une certaine manière. Ok. Ce qui m'a saisi, moi, en voyant le film, c'est la qualité d'écriture. On parle un peu trop vite de cinéma naturaliste pour ce film, comme s'il suffisait de poser la caméra n'importe où, sans script, et de lancer l'enregistrement. Mais c'est d'abord un gros film de scénario. Déjà, dans les situations, je ressens un regard très singulier. C'est bête, mais déjà, pour savoir s'il s'agit de cinéma, je me pose souvent la question, est-ce qu'il y a au moins une scène, une situation que je n'avais jamais vue avant? Parce que sinon, où est l'intérêt? Où est ce truc en plus qu'on vient chercher au cinéma? C'est pourtant pas si fréquent, malheureusement, de sortir des chemins balisés au cinéma. Or, ici, avec le vol de lait, la fabrication du fromage, la course de stock-car, les scènes de sexe très quotidiennes et pourtant joyeuses, et plus globalement, cette ruralité qu'on a peu l'habitude de voir ainsi, je ressens très fort ce regard. Et pour moi, c'est là où on peut faire la distinction entre un artisan, même un bon artisan de cinéma, qui va se nourrir de tout ce qu'il a vu au cinéma, ce qu'il a appris au fil des tournages, et le refaire, peut-être en mieux ou peut-être en pire. Et puis, un artiste qui a une vision indépendante, parfois précurseur, souvent innovante. Comment on écrit une séquence dont on n'a pas de modèle? Je pense qu'avec Louise, on s'est réunis aussi parce qu'on a un goût de l'aventure.
et que je sais pas si c'est une bonne manière d'écrire des films, mais on a écrit aussi ce film contre. C'est-à-dire on a voulu faire un film d'aventure sur un territoire où habituellement on fait des films sociaux misérabilistes. Donc, d'une certaine manière, c'est pas comme si ça se bousculait au portillon. Et c'est pas comme si, en fait, les motifs qu'on voyait dans ces régions-là avaient été utilisés comme des carburants à films d'aventure. C'est-à-dire que, en fait, faire du fromage, le stock car, tout ce dont vous parlez, d'une certaine manière, ça existe. La question, c'est est-ce qu'on s'y intéresse ou pas? Quand vous allez voir une course de stock car, moi, j'y vois du cinéma, par exemple. Hmm. Donc, je pense qu'il y a déjà une vision, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui fait dans ces choses-là que ça peut divertir les gens, en fait. J'en reviens au cinéma populaire, mais c'est encore ça, c'est-à-dire qu'on va pas aller passer un message aux gens, mais qu'en fait, eux, ils vont sortir de chez eux, ils vont aller acheter une place de cinéma, peut-être qu'ils vont payer des pop-corn, et qu'en fait, on va leur en mettre plein la vue. Moi, je pense que c'est une question de générosité, quoi. Faut servir la soupe. C'est-à-dire, si on écrit un film que nous-mêmes, on n'a pas envie d'aller voir au cinéma, ça vaut pas le coup. Voilà, Louise, elle est pas friande du cinéma d'auteur. Louise, si elle se fait chier devant le film, elle l'arrête, quoi. Donc, c'est du tempérament, en fait. C'est-à-dire, aussi, presque, on a le feu au cul, quoi. On a un peu une flamme sous les fesses qui nous dit putain, mais là, les gens vont se faire chier, alors qu'ils se sont bougés jusqu'au pâté pour aller voir le film, quoi. Hmm. Jusqu'au pâté ou LGC ou n'importe où. Mais voilà, c'est un peu ça, je crois. C'est d'avoir envie de servir. C'est comme avoir envie de servir un bon repas, quoi. Alors, c'est pas seulement que le film invente des situations ou qu'il en trouve des inédites, c'est aussi qu'il évite toutes celles qu'on a vues 1000 fois. Ne serait-ce qu'à entendre le pitch du film, notamment autour de la cellule familiale, on peut, je dis bien on peut, imaginer, avant même d'avoir vu le film, bah, je sais pas, la scène d'enterrement longue et pesante, la visite des services sociaux, les souvenirs du père qui entrait le récit, l'absence de la mère qui serait expliquée, toute cette écriture que je dirais assez télévisuelle, où tout doit être montré, expliqué, comme s'il fallait constamment rassurer le spectateur. En plus, pour moi, c'est des scènes, c'est vraiment des scènes pièges, parce qu'on les a déjà tellement vues que c'est quasiment impossible de bien s'en sortir ensuite à la mise en scène. Et là, ce genre de scène, bah, en fait, il n'y en a aucune, et le spectateur s'en sort très bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est au moment du scénario, c'est est-ce que vous dites ça, non, ça c'est déjà tellement vu, j'en vois même pas l'intérêt, ou juste, je sais pas, enfant, vous avez jamais vu tous ces milliers de téléfilms un peu médiocres, et cette écriture automatique, cette écriture télévisuelle, comme je disais, bah, je sais pas, elle existe tout simplement pas chez vous, quoi. Alors là où vous avez raison, c'est qu'il y a une vraie écriture de l'évitement. C'est-à-dire que on est allergique à certaines séquences et que du coup, cette allergie-là, elle nous guide comme un instinct en fait. Et il y a une autre chose, c'est tout simplement on les a essayées ces séquences. On les a essayées, on a fait la séquence du notaire, on a fait la parce qu'à un moment donné, c'est des retours qui revenaient de la part de la production aussi, mais c'est normal. Et du coup, on les a essayés et en fait, je pense que le rôle du co-scénariste ou de la co-scénariste, il est là aussi. C'est-à-dire que quand vous voyez que votre réal il est en train de déprimer, il y a eu un moment où Louise elle déprimait un peu là avec ses séquences. C'est-à-dire on l'a écrit la scène où il est avec sa sœur dans le bureau chez le notaire et tout. Et à chaque fois qu'elle en parlait, elle était pas bien, elle était aigrie. Et à un moment, on s'est dit, où je lui ai dit, on l'enlève en fait. Enfin, on le fait pas. Et ça, c'est aussi l'instinct de Louise, de metteur en scène, qui est très fort. C'est-à-dire que Louise, elle est dans quelque chose d'un peu clivant, j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire ça non, ça oui, ça non. Enfin, et donc c'est très agréable en fait. On dirait pas, mais pour un co-scénariste, c'est agréable de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc en fait, oui, oui, je pense qu'avec n'importe quel autre réal, j'aurais peut-être écrit cette scène de notaire, et peut-être qu'on aurait pu en faire en fait, en réalité, une bonne scène. Euh, Parce qu'on aurait pu en faire une scène humoristique en fait, tout simplement. On aurait pu trouver des chemins de traverse, mais comme ça intéresse pas la réalisatrice, et que c'est elle qui va avoir en fait toute son équipe entre les mains et qu'elle va devoir le réaliser, bah en fait ça n'a pas lieu d'être, tout simplement. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a été dicté par le plaisir de cinéma en fait au moment d'écrire. Et pas par la peur que le film ne se fasse pas, ou pas par la peur... Il n'y a pas eu ça avec Louise, quoi. On était vraiment en mode... des fois on se retrouvait à la fin, le soir, après une journée de travail, et puis on se disait, bon ça se trouve, le film n'existera jamais, on n'aura jamais de financement. On se disait, bah oui, bah au moins on aura essayé, quoi. Donc ça permet de prendre plus de risques, c'est ça que je veux dire. Hmm.
Alors je veux revenir sur je repense là une séquence, celle de la mort du père qui est expéditive. Il n'y a pas de cérémonie, en tout cas elle est très courte. Il n'y a pas de mot d'hommage, il n'y a pas de mélo en fait. Seulement la mise en terre, puis ça passe directement à l'enjeu du film, trouver de l'argent pour Toton. En fait, juste de l'action, un rapport à la terre, à l'espace, puis ensuite l'enjeu du personnage. Il n'y a aucune fioriture. C'est à la fois très cinématographique et terriblement efficace dans l'écriture. Est-ce qu'il y avait régulièrement une sorte de travail d'élagage pour arriver à des scènes aussi condensées? En ce qui concerne le choix de faire de cet enterrement quelque chose de très épuré, ça c'était un choix délibéré parce que Louise elle a dit autour de moi, quand j'ai grandi, j'ai vu des gens se payer des arbres, j'ai vu des gens mourir et en fait la vie continue. Il n'y a pas le même rapport à la mort en ruralité, en tout cas dans celle que je connais, que en ville. Et ça c'était en fait tout simplement une intention réalisatrice et une intention d'autrice. Une deuxième chose sur le travail d'élagage, oui, beaucoup. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller vraiment à l'essentiel. Et en fait, nos personnages, ils ont aussi cette caractéristique-là dans leur comportement, à savoir d'être très pragmatiques. Ensuite, sur ce qui est de l'élagage, il faut savoir une chose, c'est quand on écrit un film, il est quasiment toujours trop long. Donc il y a un moment où il faut couper. C'est là qu'intervient notre collaboratrice au scénario, Marcia Romano, qui en fait était notre professeure à la Cinéfabrique. Et donc on a travaillé 2 semaines avec Marcia. Marcia, elle adore couper. C'est-à-dire, c'est un peu son fétichisme, c'est-à-dire que quand les pages se réduisent, elle est en mode ah super, c'est court, super. Marcia nous disait quand on arrive à couper, c'est toujours mieux. Ça crée de la collision, c'est-à-dire 2 séquences qui n'étaient pas censées être ensemble à côté. Quand on en enlève une au milieu et qu'en fait on les met à côté, il y a des choses qui, voilà, qui se créent. Et ça, on peut le voir que si on coupe, que si on élague. Donc c'est pas un travail mental, hein. À un certain niveau, le scénario, au bout d'un moment, c'est un travail, on fait du découpage-collage, hein. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et on est très brutal aussi avec la matière, avec Louise. On n'est pas des gens très attachés. On est attaché bien sûr à des séquences. Bien sûr, on est très attaché au film dans son intégralité. Mais à la matière même qu'on est en train d'écrire, on sait que c'est un document technique. On sait que c'est pas le film en fait. Donc on a un rapport au scénario qui est voilà, assez brutaliste, je dirais. Alors, je voudrais parler un peu de Toton. Le film, il est globalement très proche de ses personnages. Et Toton, c'est pas seulement le héros, c'est aussi le point de vue du film. C'est-à-dire, toutes les situations sont racontées depuis son regard. Toton, c'est d'ailleurs le seul qui a un surnom, ce qui donne tout de suite un lien familier avec lui. C'est tout simple, mais je trouve que c'est vraiment bien vu en termes d'écriture. Ce personnage, il vit une situation devant laquelle il est difficile de ne pas être en empathie. Il y a la mort de son père, le fait de devenir responsable de sa petite sœur alors qu'il n'a que 18 ans. Et pour autant, il lui arrive de faire des choses absolument pas, entre guillemets, positives. Si on résume, bah, il met son père dans une voiture alors qu'il tient à peine debout, ce qui mènera à son accident. Il éclate une bouteille sur la tête de quelqu'un dans un bal pour une petite humiliation. Plus loin, il vole la production de lait de la fille avec qui il couche et il profite du moment où elle s'endort pour faire entrer ses complices. Là, on est quand même carrément dans du vol qualifié. Et plusieurs fois également, il est assez laxiste sur les horaires scolaires de sa petite sœur. Il se prend aussi quelques cuites. Bref, c'est pas toujours reluisant ce que fait Toton. On est vraiment sur un fil. Et pourtant, ça passe. Je veux dire, le film, il ne condamne jamais son personnage principal. Il ne le juge jamais. Et même au contraire, ça lui amène de l'humanité avec ses défauts et ses qualités. Vis-à-vis de ses actions, comment vous avez géré cela pour s'assurer de ne pas faire basculer le personnage dans un sentiment d'antipathie pour le spectateur? Je pense que les défauts, c'est vraiment les portes d'entrée des personnages. Et c'est pour ça qu'on va au cinéma, en fait. On va pas au cinéma pour voir des gens parfaits, parce que sinon, on reste à distance. On se dit, ben écoute, gère ta vie d'Angelo tout seul sans nous. En fait, on n'est pas invité, en fait, s'il n'y a pas de défaut. Donc ça, c'est, je pense, de manière très structurelle et très dramaturgique, un truc qu'on a, je dirais pas appliqué, mais c'est une chose qu'on avait en tête au moment de l'écrire. La deuxième raison, c'est que on s'est rendu compte au fil du film, et c'est un peu Marcia qui nous l'a dit, c'est il mature en même temps que le fromage mature. Il apprend des choses, mais il apprend pas tout. D'ailleurs, à la fin du film, il y a des relations qui meurent, et il y a des relations qui persistent, ou il y a des relations qui ne meurent peut-être pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, ses agissements et son trajet de vie l'ont mené à un endroit de progression. Et du coup, pour qu'il y ait une progression,
Il faut partir toujours de loin, en fait, je pense, tout simplement, pour qu'elle soit visible. Ce que je trouve d'ailleurs beau avec Toton, c'est qu'il va redécouvrir une forme d'héritage, puisque son père était fromager, mais au final, il ne savait pas trop comment faire du fromage, tout au moins au début. Et c'est l'absence du père qui va lui permettre cela, cette disparition, plutôt que d'en faire un poids pour le héros et pour le film. Cela va l'affranchir, lui redonner une place ainsi que du sens. D'un événement négatif, ou disons compliqué, il en résulte du positif. C'est quelque chose qu'on retrouve à plein d'endroits du film, et j'imagine même aussi dans la fabrication du film, qui est un process toujours compliqué. Il y a vraiment une sorte d'énergie vitale qui parcourt ce film-là. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens pendant la période d'écriture? D'un point de vue de l'écriture, je pense que c'est quelque chose on peut mettre à peu près tout, à part certaines séquences, mais on peut mettre à peu près tout et réussir à la faire flamboyer à la fin. C'est-à-dire que si on décide qu'on évitera tous les écueils qui nous mèneront au désespoir. Parce qu'en fait, c'est très facile, ça faut le savoir, c'est très facile d'écrire des films cyniques. D'être dans un jugement de noirceur, en fait, quand on fait faire des saloperies à ces personnages. Ce qui est plus dur, c'est de les rattraper derrière, en fait. Et d'une certaine manière, c'était un petit peu ça qu'on a cherché à faire avec Louise. On l'a jamais jugé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais jugé, on l'a traité comme un ami, en fait, je pense aussi, tout simplement. Nous-mêmes, on avait une conviction, on y croyait, en fait. Et on lui en voulait pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on lui en a voulu de ce qu'il faisait, quoi, profondément. On n'est pas allé sur des terrains, en fait, je pense, tout simplement, où on doutait moralement de sa bonne volonté. Le film, il développe un rapport assez singulier à ces rôles féminins, qui sont chaque fois décideuses et pivots, jamais passives ou sexualisées, comme malheureusement on a l'habitude de voir au cinéma. Donc il y a Marie-Lise, évidemment, qui gère une ferme laitière toute seule, mais je pense aussi à la petite sœur, qui dit à Toton ses 4 vérités et donne l'élan pour faire une énième tentative de compter. Je pense également à la personne détentrice du savoir sur la fabrication artisanale du fromage, qui est une femme. Il y a également celle qui récupère dans un premier temps le tracteur du père. Bref, le récit est parsemé de femmes puissantes, comme on dit aujourd'hui. En fait, des personnages surtout actifs au travail, quoi. Et parfois, le défaut des films qui se proclament féministes, c'est qu'on nous montre des héroïnes qui revendiquent beaucoup, mais ne font pas grand-chose, leur activité passant au plan secondaire, ce qui peut rendre les films didactiques et les personnages théoriques, alors que là, ces femmes, elles se justifient jamais, elles sont, et surtout, elles font. Leur activité parle pour elles. Vis-à-vis de cette notion du travail, il y a une écriture quasiment dégenrée. C'est assez rare et agréable. Est-ce que la question du genre des personnages s'est posée à l'écriture? Alors, je pense que sur les personnages féminins, ça a été encore un jeu d'équilibriste pour éviter certains écueils. Ce qu'on a eu, c'était une vigilance vis-à-vis des personnages féminins, parce qu'on en a toujours. Après, la question de Marie-Lise, puisque c'est le personnage féminin principal, c'est quelqu'un qui a pas le temps. Elle a envie de kiffer sexuellement, quoi, quitte à être là. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on a essayé le plus possible de pas être dans des considérations théoriques. C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'elle a à gagner dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Elle le saura plus tard. Ça, c'est une chose qu'elle apprend à la fin. Mais qu'est-ce qu'elle a à gagner? C'est des cunis, quoi. Et en fait, bah oui, lui, il avait jamais fait ça, il aime bien. Elle, ça lui va bien en plus de pas avoir à se taper tout le reste, peut-être, et tout ça. Et puis, il y a un mec qui vient la voir entre deux tâches, deux trucs à faire, et puis qui la lèche, quoi. Donc, est-ce qu'on l'a pensé de manière non genrée? Je dirais pas qu'on l'a pensé de manière non genrée. Par contre, on a posé la question de l'intérêt et de l'avidité des personnages de la même manière qu'ils soient des personnages masculins ou féminins. Enfin, en fait, c'est juste... Il n'y a pas de maman dans le film, en fait. Voilà. Même la personnage qui, à la fin, lui dit « Bon, viens m'aider », c'est qu'en fait, elle commence un peu à vieillir et qu'elle se dit « Mon truc, je vais pas le faire non plus 10 000 ans ». Il y a toujours des raisons derrière qui sont pas des raisons maternelles, en fait. Il n'y a pas de femmes, tout d'un coup, qui se mettent à materner les hommes dans ce film-là, je crois. C'est peut-être ça qui le rend un peu singulier. Cette écriture dégenrée, elle se rejoue aussi dans les moments d'intimité. Lors des moments sensuels, Toton n'est presque plus le personnage principal de cette histoire, désormais piloté par le désir de Marie-Lise. C'est elle qui est à l'initiative. Vindieux développe ainsi une autre manière d'écrire les relations amoureuses, créer un autre imaginaire érotique, en résonance avec les enjeux féministes actuels, sans jamais le surligner ni manquer d'humour. Cette question du genre, c'est assez rare qu'elle aille jusque dans l'intime, qu'elle pousse la porte de la chambre à coucher, on va dire. Comment vous avez abordé ces moments d'intimité à l'écriture?
Alors, les moments d'intimité à l'écriture, on est parti de nos propres expériences sexuelles foireuses. Euh, Tout le monde a des expériences sexuelles foireuses, il n'y en a pas beaucoup au cinéma. Après, le fait que Toton ne sache pas bander, c'était pour moi, enfin en tout cas c'était pour nous un point de départ assez intéressant. Ça le montrait dans une représentation vis-à-vis de ses amis qui n'était pas la même que vis-à-vis de lui-même. Puisqu'au début, en fait, il brandit son sexe devant tout le monde au comice. Et qu'après, quand il s'agit de le faire bander, il n'y arrive pas. Et en fait, la magie qui opère plus tard, c'est qu'en fait, il apprend qu'en fait, d'une certaine manière, il peut lécher. La raison pour laquelle il y a ce rapport-là sexuel, c'est que tout le monde y trouve son compte. Lui, ça le valorise dans son estime de lui-même. Et elle prend son pied. Donc du coup, il y a comme un deal entre les deux. Et en fait, la pénétration, on l'a pas évité pour une question féministe. On l'a évité parce que sinon, ça nous bousillait notre structure dramatique, en fait. C'est vraiment, on s'est dit, là, il y a le pacte est fait autour de ça. On n'y touche plus, quoi. C'est juste qu'au cinéma, d'habitude, généralement, on a les quatre fers en l'air et puis ça se termine par un orgasme au moins masculin, et voilà. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est une question d'habitude et de représentation au cinéma, hein. Ouais. Mais en tout cas, ça n'a pas été fait dans un but, ça a été fait dans un but dramatique, en fait. Ça n'a pas été fait dans un but... Enfin, je veux dire, si on avait eu besoin d'une scène de pénétration à un moment, on l'aurait mise, quoi. Ok. Alors, on a parlé de la ruralité, du rôle des femmes aussi. Pourtant, il s'agit du cadre de l'histoire et de la justesse d'écriture, parce que pour moi, le vrai sujet, c'est le collectif, le travail collectif, la solidarité. En tout cas, la toute fin du récit tend vers cela. Cette idée du collectif, comment vous l'avez construit à l'écriture? Pour nous, le trio amical, il était le noyau constitutif du film, en fait. Louise, elle aime beaucoup filmer les garçons, ça l'intrigue beaucoup. Donc c'est ça qu'on a travaillé et c'est aussi sur les dynamiques en fait de possessivité et de générosité qui peuvent intervenir. Il y a beaucoup de sacrifices en fait. C'est un film où les gens font beaucoup de sacrifices, ou en tout cas ses amis font beaucoup de sacrifices pour Toton de manière assez aveugle en fait. Ils se posent pas trop la question. Et en fait je pense que cette loyauté-là, on la fantasme tous un peu dans nos amitiés en fait. On rêve que nos amis vendent leur bagnole pour qu'on puisse réaliser nos rêves quoi. Donc ça c'est la part de fiction un peu qui nous émeuvait vachement en fait. Hmm. Mais justement, cette camaraderie, elle s'inscrit aussi dans l'idée de fabriquer un fromage, et ça passe par plusieurs étapes, plusieurs échecs. Chaque étape de fabrication est un événement qui soude le groupe. Tous s'entraident jusqu'à, comme tu le disais, sacrifier leur propre bien pour faire avancer l'équipe. Par exemple, donc l'ami qui donne son véhicule de course, mais au final, c'est aussi l'élan qui porte un film, cet appétit de fabrication. Souvent, moi, je fais le parallèle de la fabrication d'un film avec la construction d'une maison, qu'un cinéaste, c'est une sorte d'architecte qui s'entoure d'autres corps de métier, comme un charpentier, un maçon, un plombier, un électricien. Et tout cela tend vers un objet fini. Dans l'histoire, c'est une meule de fromage que Toton finit par offrir à la femme qui l'a trompé. J'ai trouvé ça très émouvant, le fruit de son travail, le fruit du film. Il l'offre pour s'excuser, pour refaire lien. Donc refaire le lien, c'est aussi ce qu'il fait avec son ami durant la course automobile. Quelque part, l'individu s'efface devant le groupe pour l'esprit d'équipe. Comment vous avez réfléchi cette notion d'individu par rapport au collectif, cet équilibre entre les personnages pris individuellement et pris dans la bande, quoi? Alors, ce dont on parlait, l'individualisme et le collectif, ça vient en fait de l'essence du film qui est une promesse que Toton se fait à lui-même, qui est à savoir de gagner cette médaille. Et en fait, pour nous, dès le départ, il ne la gagnera jamais en fait. Et ça, c'est un espèce d'objectif individualiste dans lequel il va embarquer ses amis. Pour moi, au départ, il est assez maltraitant en fait avec ses amis et il est pas dans un rapport, il est plutôt dans un rapport de domination en fait. C'est un peu le leader de la Hmm. bande. Et en fait, pour nous, l'enjeu de Toton principal, c'était qu'il s'ouvre à l'autre en fait. Et du coup, en fait, aussi, la question du collectif, c'est comment cette bande de potes, en fait, qui sont des potes de biture, bah en fait, ça va devenir une famille. C'est ça. Et en Hmm. fait, ce qu'on voulait avec Louise, c'est que ça s'organise de manière assez organique. C'est-à-dire qu'on voulait pas de discussion, on voulait qu'en fait il y ait cette loyauté indéfectible. Et en fait, à la fin, Toton, il y a accès consciemment. C'est-à-dire qu'à la fin, il se dit, effectivement, j'ai pas réussi à avoir la médaille, j'ai pas réussi, mais c'est mon pote qui la gagne en fait. C'est-à-dire qu'on a cherché une troisième fin. C'est-à-dire que la première fin, ça aurait pu être il gagne la médaille, la deuxième fin, c'est il la gagne pas.
Et en fait, là, cette troisième fin, c'est Jean-Yves qui gagne la médaille. Mais en fait, il gagne la Hmm. médaille du meilleur pote, en fait, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on l'a vu. Et je pense que lui, il le voit comme ça. Et quand on a écrit que sa petite sœur se jette dans les bras de son meilleur pote, elle se jette dans les bras de son tonton, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille qui ne pourra jamais s'écrouler, qu'il a trouvé. Et du coup, il est plus en sécurité maintenant qu'au moment où son père était en vie, quoi. Affectivement, j'ai l'impression. Ouais, en effet, cette fin, je la trouve assez même bien vue et intelligente parce qu'elle se décale par rapport aux attentes créées par rapport au pitch. En fait, vous détournez un peu la réponse et je trouve que pourtant, ça amène quelque chose de vraiment apaisé, quoi. Alors, une autre grande qualité d'écriture dans ce film que je trouve, c'est celle des dialogues. Ils sont bruts, ils vont à l'os, comme on dit. Par exemple, à l'enterrement, quelqu'un de la famille, je crois, lui dit: «Demande si tu as besoin d'aide». Et Toton répond: «Tu peux nous prêter de l'argent?» C'est très direct, il n'y a pas de fioriture. Ou plus loin, quand l'employeur qui va prendre un temps Toton, suite au décès de son père, il lui dit juste: Il m'a dit pour ton père». Et il n'y a pas plus d'explication, ni même de condoléances. Ou alors, vers la fin, j'ai noté encore cette autre réplique: «C'était le métier de mon père, il a claqué, alors bah, je ne saurais pas quoi faire d'autre». Cette réplique, très ramassée, d'apparence très simple, je la trouve en fait assez brillante. Quand vous abordez l'étape de la continuité dialoguée, c'était quoi l'intention? En fait, on fonctionne un peu avec des tantras, c'est-à-dire que pour nous, un dialogue qui est là pour faire avancer l'histoire, on, on est plutôt dans le domaine de la médiocrité que d'un bon dialogue. Donc on essaye en fait déjà de s'éloigner de dialogues explicatifs, etc. Donc à plein de moments, l'écriture, c'est essayer de pas tomber dans des pièges. On fonctionne beaucoup à l'évitement. Et il y a une chose aussi, c'est que Toton, au début du film, il vit un drame familial. Si le dialogue ouvre la brèche, le film n'est pas possible en fait. Je pense qu'il y a un accord tacite entre les personnages qui est de pas aller remuer le couteau dans la plaie en fait. S'il avait du temps pour une psychanalyse, qu'il vivait en ville, que le film était sur le deuil du père et comment il réussissait à s'en sortir par le soin, ce serait complètement un autre film. Et là, à mon avis, il serait amené à parler et à convoquer ses émotions et à les décrire. Mais c'était pas du tout le but du film. Le but du film, c'était qu'il transforme l'essai par l'aventure humaine, en fait. Et ça laissait pas la place aux fioritures dans les dialogues, quoi. Il fallait aller droit au but. Bah, d'ailleurs, je vais encore aller dans ton sens parce que les personnages font aussi rarement étalage de leurs sentiments, de leur état d'âme, comme tu as dit, de leur intériorité ou même du statut de leur relation. C'est bête, mais par exemple, Toton et Marie-Lise ne prennent jamais le temps de se dire ce qu'ils sont l'un pour l'autre. En fait, les répliques sont quasiment jamais du commentaire, mais toujours elles sont reliées à une action. Et même à la toute fin, la double réconciliation dont tu parlais tout à l'heure passe sans réplique, seulement par des actions, ce qui est forcément très cinématographique, alors que les commentaires, l'auto-analyse, bah, cela en général, ça irrigue usuellement beaucoup des dialogues de films. Est-ce que dès l'écriture, sur le travail spécifique de dialogue, il y avait une sorte de travail d'élagage systématique? Avant le travail d'élagage, on essaye vraiment de s'empêcher le plus possible d'écrire des dialogues ou juste des dialogues qui nous font plaisir, qui servent pas à faire avancer l'histoire. Il y en a très peu en fait des dialogues qui font avancer l'histoire. Il y en a un, c'est quand il lui avoue qu'il l'a Mhm. trahi, mais ça par exemple on l'a camouflé dans une situation de tension où il y a un veau qui sort d'une vache, ou à côté les potes se font tabasser. Enfin, c'est comme une éthique de travail et c'est comme une espèce de on travaille dans la peur de. C'est très étrange ce que je vous dis, mais on travaille dans la peur d'aller dans le sentimentalisme. Donc, du coup, quand on se dit, ok, il va balancer la sauce, il faut qu'autour on ait une structure qui nous permette un peu je dirais pas de le camoufler, mais de rendre pas ça sentimentaliste et de rendre ça hors de propos. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le dialogue, il y a ce qui est dit et le contexte dans lequel c'est dit. Et du coup, le contexte, c'est toujours plus intéressant s'il est inapproprié en fait. Ça crée toujours plus une séquence à mon sens. Et du Hmm. coup, le problème, c'est la chose dite au moment approprié. Ça fait retomber le soufflet, quoi. Une dernière chose sur les dialogues, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de répliques qui dépassent 2 ou 3 lignes. Souvent, c'est court, dynamique, ça enchaîne pas mal. D'ailleurs, sur un scénario classique avec sa mise en page spécifique, les monologues, les grosses patates de dialogue, quoi, ça saute aux yeux. Et évidemment, quand on prend des acteurs non pros, c'est tout de suite plus facile si les répliques ne sont pas trop longues. Est-ce que cette idée de prendre des acteurs non professionnels, qui étaient, je pense, là assez tôt dans les intentions de Louise Courvoisier, est-ce que ça a influé justement aussi à l'étape de la continuité dialoguée pour ramasser justement les répliques
et éviter de les mettre en difficulté plus tard durant le tournage? Alors, le fait que ce soit des acteurs non professionnels qui jouent dans le film, ça a vachement influé sur le scénario. Pour une première raison, c'était que le film, il fallait qu'il soit en parler jurassien. Et donc, du coup, que nos dialogues, à un moment donné, on les mettait à l'épreuve par des personnes qui le parlaient plus fréquemment que nous et qui, du coup, nous suggéraient des modifications dans les dialogues, dans les expressions. Ça, il le dirait pas, ça, il le dirait pas comme ça. Donc, du coup, ça a été une première chose. Par contre, oui, effectivement, on pense à comment le dialogue il va sortir de la bouche d'un personnage. C'est-à-dire que on sent tout de suite quand un dialogue, ça va être une tannée pour un acteur, et on se le dit avec Louise. On se dit, oh là là, l'acteur va pas être gâté et tout avec cette phrase et tout. Donc oui, effectivement, on repasse derrière et on se dit, voilà, ça faudrait changer et tout. Mais on essaie, en tout cas, presque de faire, je dirais pas de la mise en scène ou de la direction d'acteur, mais de préparer le terrain, en fait. Ok. Et comment tu trouves le film fini alors? Alors moi, quand j'ai découvert le film, et Dieu sait que je suis pas un pleureur, j'ai quand même beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, c'était extrêmement... que Louise avait fait vraiment un super casting. Et du coup, j'ai été omnubilée par les comédiens et les comédiennes, en fait. J'étais complètement scotchée et j'ai eu du mal même au début à faire des retours de montage parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment super, quoi. Et le film, je l'ai revu, je le trouve vraiment audacieux, en fait, à plein d'endroits. C'est ça que j'aime bien, en fait. Je le trouve irrévérencieux, je le trouve audacieux, je trouve qu'il est... En fait, il apporte quelque chose vraiment de libre, et en même temps, je le trouve très exigeant. Et ça, je suis content, en fait. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est bien rangé, je le trouve carré, quoi. Je trouve Hmm. carré, je trouve qu'en fait, derrière tout ce truc en fait, qu'on pourrait mettre dans un film social, etc., en fait, il y a quelque chose quand même de très... euh, voilà, c'est généreux, c'est... Donc j'aime beaucoup ce film, je saurais pas trop comment en parler autrement encore, parce que je suis pas encore un spectateur du film lambda, mais j'ai beaucoup d'affection pour le film et je le trouve... non, je le trouve super. Voilà. Ok. Eh bien, je te remercie, Théo, pour cet échange. Merci beaucoup. Toton, Il est quelle heure? 8h45, On partirait quelle heure déjà? 8h30. Anthony, c'est ça? Toton, Tu sais conduire un camion? j'ai déjà conduit celui de mon père. C'est toi le nouveau? Oui? T'es en retard? Allez, grouille! Pas que ça à foutre! Adieu! T'es pas doué, toi, hein? Bonjour, Elio. Salut. Alors toi, tu étais le directeur de la photographie du film, chef-op comme on dit. Bon, déjà, je ne sais pas trop pourquoi, mais chef-op, ça reste toujours un poste bizarrement un peu obscur pour les spectateurs. Comment tu le définirais en deux mots? Alors, chef opérateur ou directeur de la photo, moi j'aime bien dire que je suis un peu le bras droit ou le référent du réalisateur ou de la réalisatrice pour toutes les questions d'image. J'aime bien dire ça parce que je trouve qu'on a quand même une forte présence dans la mise en scène, mais en fait c'est donc nous qui allons être à la caméra, donc faire les cadres, et aussi décider des principales directions de lumière, et globalement être voilà, le responsable de l'image de A à Z sur le projet. Ok. Alors, sur ce film-là, 20 Dieux, à quel moment tu rentres dans le projet? Alors moi en fait il se trouve que Louise, je l'ai rencontrée avant même l'école qu'on a fait ensemble, qui est la Cinéfabrique à Lyon. On s'est rencontrés alors qu'à l'époque on était encore à la fac. Et c'est un projet que Louise a commencé à écrire quand elle était encore à l'école et après qui a mis quelques années à se faire. Rapidement après l'école, en fait, on a fait un premier documentaire ensemble et on a adoré travailler ensemble, on a adoré notre collaboration. Et voilà, quand le projet a commencé à devenir un peu plus concret à l'écriture et au financement de 20 Dieux, elle m'a demandé si j'étais d'accord de l'accompagner là-dessus. Alors, souvent, un chef-op, il participe activement au repérage. Là, la réalisatrice connaissait parfaitement les lieux. Parfois, j'aurais tendance à dire peut-être trop même, dans le sens où il peut y avoir un rapport affectif avec des lieux qu'on veut filmer, mais qui ne sont pas forcément pour des raisons purement cinématographiques. Est-ce que toi, tu y as participé et quel regard tu as pu apporter à ce moment-là? Alors moi j'ai beaucoup participé au repérage. Bon, déjà parce que Louise c'est une amie à moi assez proche et donc j'étais déjà souvent allé dans le Jura la voir voilà, pour plein de raisons. Et du fait qu'on soit amis et que ce soit aussi mon premier long métrage de fiction à l'image, j'avais envie de m'investir assez tôt dans le projet et de m'inspirer des lieux
qui étaient les siens. Donc en fait, je suis venu assez tôt, même l'été d'avant qu'on tourne, on est déjà allé dans des balles, on est déjà allé dans des fêtes agricoles. Elle m'a amené un peu dans tous les endroits qui comptaient pour elle. Et pour ce qui est des endroits plus ou moins cinématographiques, c'est sûr il y avait un équilibre à trouver entre un ancrage assez naturaliste et aussi une envie de quelque chose d'un peu plus cinématographique. Parfois, on pouvait utiliser les mots poétiques, parfois les mots un peu plus grandioses, un peu plus western. Malgré le fait qu'elle connaisse très bien son territoire, on est quand même allé voir beaucoup de lieux pour essayer de trouver ceux qui répondaient un petit peu à cet équilibre-là qu'on cherchait. Alors, pour toi, c'était une expérience de premier long, comme tu l'as dit. Où se situe concrètement la différence quand on part sur un tournage de long métrage de cinéma par rapport à ce que tu faisais avant? Alors moi, avant, en fait, j'ai surtout fait du documentaire depuis la fin de l'école. Donc du documentaire de cinéma et pour la télé, mais globalement toujours des documentaires, on va dire, d'auteur, quoi. La vraie différence, moi, je trouve, c'est quand même dans la conception du film, dans le fait de partir d'un scénario et donc après d'aller pouvoir choisir vraiment jusqu'au moindre détail de la couleur d'un costume, choisir absolument l'axe, le déplacement de nos comédiens et tout ça. Sinon, dans les questions de grammaire, de mise en scène, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ponts qui se font entre le documentaire et la fiction. Mais c'est sûr que voilà, là, il y avait aussi un peu la pression d'avoir une équipe avec moi, donc une équipe caméra, une équipe électromachino. Et voilà, c'est 8 semaines de tournage dans lesquelles il fallait qu'on fasse rentrer ce scénario qui était assez compliqué. Hmm. Alors, chez FOP, c'est souvent considéré comme le premier poste technique sur un tournage. D'ailleurs, c'est le seul qui est noté en plus du réalisateur sur un clap. Est-ce que ça met un peu la pression pour un premier long ou pas du tout? Bizarrement, je me suis pas trop mis la pression en fait, contrairement à même parfois des fois où j'ai pu être chef opérateur sur des courts-métrages à l'école, après l'école ou même sur des documentaires. Le fait d'avoir autant préparé avec Louise en amont, vraiment depuis un an avant, d'être venu très régulièrement, de connaître le scénario très bien, d'avoir assisté aux répétitions, de connaître tous les décors, en fait, j'avais quand même un sentiment assez serein d'avoir fait le travail qu'on avait à faire et de savoir qu'on faisait un peu du mieux qu'on pouvait faire. Enfin, qu'on avait pris des bonnes décisions, qu'on avait fait des choix parfois assez radicaux et qu'on trouvait en tout cas souvent justes. Et en tout cas, je me sentais pas à l'arrache, je me sentais pas débordé par ce qui se passait, j'étais assez serein bizarrement. La question que je veux te poser, c'est est-ce que la productrice, elle a jamais pris peur? Au sens où, je veux dire, une cinéaste qui fait son premier long, avec un casting entièrement non professionnel, une équipe technique somme toute assez jeune, des chefs de poste dont c'est également la première expérience de long, ce qui fait au final peu d'expérience cumulée. Alors qu'en écriture et en post-production, bon, bah, on peut facilement remplacer quelqu'un s'il y a un souci, mais sur un tournage où l'on est soumis à pas mal de pression et des cadences de travail élevées, une fois que la machine est lancée, bah, ça devient très compliqué, ça peut coûter pas mal d'argent. Au final, tout s'est bien passé, il me semble, mais la productrice, est-ce qu'elle a mis des garde-fous quelque part ou juste elle mettait des cierges dans toutes les églises du Jura? Alors je pense que donc Muriel Ménard, qui est la productrice du film, je pense qu'elles ont vraiment noué une relation de confiance avec Louise assez tôt. Déjà aussi du fait de ce premier documentaire qu'elles ont produit ensemble. Et je pense que Muriel a aussi compris que pour que le film soit réussi, il fallait que Louise le fasse à sa manière, c'est-à-dire en famille, avec des gens avec qui elle se sent en confiance. Pas forcément venir voilà, lui imposer peut-être des figures plus imposantes. Après, je pense que c'est peut-être plutôt sur des postes d'organisation où elle a un petit peu mis son grain de sable en production, au niveau de l'assistant à la réalisation et tout ça, parce que le film était quand même très compliqué, se tournait avec des acteurs non pro, donc voilà, sur des postes plutôt techniques d'organisation, je pense que là, elle a proposé à Louise des gens plus expérimentés. Et comment s'est passé cet amalgame entre, bah, tu le dis, des gens qui ont été amenés par la production, les gens auxquels tenait Louise, toi, et puis aussi les gens de sa famille, avec donc des niveaux d'expérience très inégaux? Bah, moi, enfin, si on parle de l'expérience tournage, pour moi, ça a vraiment été une très grande réussite aussi parce que ce qu'on ressent sur un tournage vient beaucoup de l'énergie que propose la personne qui réalise. Et là, en fait, ça venait tellement profondément d'une volonté de Louise d'avoir et des gens avec qui elle a été à l'école, à la Cinéfabrique, des gens du Jura, des gens de sa famille et aussi, du coup, des personnes qui viennent plutôt d'un milieu du cinéma plus expérimenté. Je trouve que moi, qu'elle a vraiment réussi à rassembler tout le monde et qu'il y a eu, en fait, une super rencontre entre tous ces gens-là pendant le tournage et vraiment une très belle énergie de travail, quoi. Bah, je trouve que cette symbiose, on la ressent même dans le film fini, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, parlons intention maintenant. C'est quoi les intentions qui te sont données, ton cahier des charges en quelque sorte, quand tu rentres dans le projet ou quand vous abordez le tournage? Les premières choses dont me parle Louise, c'est beaucoup de cinéma américain en fait. Louise, elle fait des films qu'on peut quand même qualifier de films d'auteur et tout ça, mais en fait, ses références, c'est beaucoup plus du western ou du cinéma américain comme Magic Mike, comme Fast and Furious, et voilà, plutôt des blockbusters américains comme ça qui n'hésitent pas
à y aller un peu plus sur ce qu'elle souvent appelle un peu du grandiose. En tout cas, dans le cinéma français et européen, elle ne retrouvait pas beaucoup de films qui filmaient des classes populaires rurales comme ça, de la manière qui l'intéressait. Et donc, elle me dit, tu vois le scénario, on dirait un film naturaliste français qui pourrait être un peu gris, qui pourrait être dur et tout. Moi, j'ai envie d'en faire quelque chose qui se rapproche plus d'un western dans le Jura, où on va pas hésiter à pousser un peu les curseurs vers plus de beau, mais tout en étant vraiment ancré dans ce territoire avec voilà, des acteurs non professionnels, des décors réels. Voilà, donc c'est un peu ça les toutes premières discussions qu'on a. Alors, tu l'as dit, le naturalisme et le cadre rural renvoient dans le cinéma français de manière un peu automatique au genre de la chronique sociale, un peu grise, parfois contemplative. Or, le film Vingt-Dieu sort vraiment de ce chemin attendu. Il y a quelque chose de l'ordre du romanesque à l'image. Tout à fait. Tu as parlé de western, et c'est vrai on a entendu parler de western jurassien pour votre film. Et c'est vrai qu'avec le choix du scope, des couleurs chaudes, d'une musique parfois anglo-saxonne, ça donne une dimension presque américaine. Et en même temps, le western, c'est une grosse référence, c'est large, c'est un mythe américain, c'est aussi un rapport aux grands espaces, une relation à la nature sauvage plus ou moins domestiquée, c'est également une forme de romantisme de l'homme fort et protecteur, parfois expansionniste. Bref, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Toi, comment tu réponds concrètement à cette ambition formelle ? Je pense qu'en fait, il y a quelque chose dans notre relation de travail avec Louise qui est assez peu théorique en fait. Déjà parce que Louise n'est pas du tout une personne théorique, même si après elle sait aussi très bien répondre à des interviews et tout ça. Mais en tout cas, dans son travail, c'est vraiment une personne qui est assez empirique et qui va vraiment avoir besoin qu'on aille sur les lieux et qu'on réfléchisse. Et en fait, on s'est dit ces choses-là de western par exemple, et ça nous a donné certains partis pris. Par exemple, elle savait qu'elle voulait tourner en anamorphique, qui est un procédé optique d'objectifs, qui sont globalement les objectifs utilisés dans beaucoup de cinéma américain et de western, et qui vont amener un rapport très intéressant, moi je trouve, entre le corps et l'espace. Dans nos choix de couleurs aussi, il y avait des choses qui venaient voilà, du western, mais après, rapidement, quand on était dans des questions de mise en scène, de découpage, on était vraiment dans des choses assez intuitives et empiriques, de se dire tel lieu, on l'aime pour des raisons simples, en mode on aime sa situation géographique, on aime ses murs, on aime la circulation qu'il propose, et comment là-dedans, on va pouvoir intégrer telle scène, qui est une scène concrète où il se passe une action, du dialogue, un enjeu émotionnel, et comment est-ce qu'on va réussir à faire se rencontrer ce décor brut et ses intentions de mise en scène. Et en fait, on était vraiment plutôt dans des choses comme ça, assez intuitives et empiriques, de se dire est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est la bonne manière de faire. Et on a rapidement mis derrière nous les références, même celles qui étaient importantes comme le western, pour assez peu y revenir en fait. Alors, l'image du film, elle est légèrement dorée, scintillante, brillante. Les peaux luisent au soleil, la transpiration est sur les corps, les lumières sont chaudes, c'est l'été. On retrouve aussi ces couleurs chaudes à l'intérieur de l'image, dans les vêtements, dans les accessoires, les casques de moto, les stickers sur les voitures de course. Alors qu'on a l'habitude de voir des images souvent ternes associées à la ruralité. Je pense par exemple au cinéma de Bruno Dumont. Je trouve qu'il a amené beaucoup de choses au cinéma, un vrai regard, mais parfois c'est limite un peu glauque, très terreux, quoi. C'est rare qu'au cinéma, ce monde agricole soit magnifié. Comment tu as travaillé ta lumière ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'ajouts de lumière artificielle ou bien tu attendais la lumière dont tu avais envie ? Alors, spécifiquement sur la lumière, j'avais vraiment envie d'être dans, encore une fois, je vais souvent utiliser le mot équilibre, mais dans un équilibre entre une lumière qui vient des lieux, aussi parce que je viens du documentaire, et aussi parce que je viens de la campagne, et que du coup je connais ces décors de ferme par exemple, ou ces lumières d'été en pleine campagne, et j'avais envie qu'on parte de ça, et que ce soit ça notre base de travail, et ensuite on devait trouver une lumière qui puisse faire croire au lieu, qui puisse être celle des lieux, notamment dans les nuits. J'avais besoin que les nuits soient sombres, qu'on y voit peu, parce que je trouve qu'à la campagne, de nuit, on n'y voit rien, et que ça m'embête ces nuits au cinéma parfois où on voit tout. Et, ou alors le soleil en plein été peut être très blanc, très dur, mais on avait envie de le rendre doré et un peu sexy. Et donc voilà, c'était vraiment toujours de partir de la lumière naturaliste d'un lieu et se demander comment est-ce qu'on arrive à le magnifier. Qu'est-ce qui, intrinsèquement dans cette lumière-là, est belle, et comment on en garde que ça. Alors, le film, avec son rendu réaliste, ses non-acteurs, peut donner le sentiment d'un film tourné sur le vif, un peu à l'impro, mais en vrai, ça se voit dès le deuxième visionnage. Il y a beaucoup de mise en scène. Alors, peut-être je me trompe, mais à quel point le film était-il fidèle au scénario et la mise en scène construite en amont ? La mise en scène de Louise et les cadres qu'on a essayé de trouver sont quand même des choses assez écrites. Le découpage était assez clair, en fait, avec des séquences qu'on savait devoir rester en plan séquence, par exemple,
d'autres où on savait qu'on allait travailler uniquement en panneau. Mais globalement, c'était pas une mise en scène où on mettait les comédiens en freestyle et on suivait à l'épaule. Enfin, je pense que ça se ressent. Il y avait vraiment souvent une décision d'axe ou de se dire quel était le mouvement de la séquence. Il y avait vraiment une volonté d'économie de plan, de fixité et de panneau. Il y avait beaucoup ce motif du plan panoramique qui revenait. Et beaucoup de la question du mouvement. Vu qu'il y a beaucoup de véhicules, il y a des motos, il y a des camions, il y a des tracteurs. On avait envie de jouer sur ce rapport entre la fixité de beaucoup de scènes de dialogue et ramener du mouvement avec ces véhicules. Voilà. Alors moi, ce qui m'a impressionné dans 20 dieux, c'est la précision du regard, le geste cinématographique que je trouve toujours juste. Dans les films, en fait, on voit très vite ce qu'on pourrait appeler un œil de cinéaste. Ça se voit parce que c'est un peu terrible, mais en fait, c'est assez rare. Là, la caméra, elle est toujours bien placée. En fait, il n'y a pas de plan foireux. Comment vous décidiez sur le tournage de là où mettre la caméra ? Ce qui nous a vraiment guidés, c'est cette question de la distance aux comédiens. Et ça a vraiment été pour moi le cœur de notre travail, parce que moi, de mon côté, je travaille aussi beaucoup sur la lumière, les couleurs, la chaleur du film. Mais après, dans le cadre, on avait envie de trouver une distance qui soit dans chaque séquence juste à la fois, de se sentir proche d'eux, sans être collé, d'être dans une pudeur, sans les observer. On a beaucoup trouvé que c'était de trouver cette distance juste qui pouvait magnifier nos comédiens et qui amenait ce côté romanesque. Et c'est vraiment des choses qu'on a cherchées en fonction aussi de ce que les comédiens proposaient au jeu, de où était leur fragilité, où était leur force. Moi, ce que je trouve assez juste, et tu l'as souvent abordé là sur les questions qu'on a eues, c'est la distance et le regard qu'on porte sur les héros. Et on sent presque une forme d'horizontalité. Est-ce que, alors peut-être ça va te surprendre un peu ce terme-là, mais est-ce que tu penses qu'un tournage, il y a quelque chose de politique dans la manière dont on filme nos héros ? Ouais, moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose de politique dans la manière dont on filme nos héros, ça c'est évident, et je pense que ça fait partie des grandes discussions de mise en scène qu'on a eues avec Louise avant, de qu'est-ce que ça veut dire de filmer ces jeunes, de les magnifier, d'avoir aussi un discours sur une jeunesse d'une classe populaire rurale quand on n'en vient pas forcément. Moi je pense qu'évidemment que c'est politique de la manière dont on filme les gens, et notamment à mon poste de les respecter en fait, de pas être intrusif, de les rendre beaux, ou pas forcément beaux, mais en tout cas de la lumière qu'on va faire, d'être une lumière qui respecte les gens, qui les magnifie, et dans la distance de pas être intrusif. C'est surtout ça, moi. J'avais envie ni d'être dans un regard où on les observe de trop loin, ni d'être dans quelque chose d'un petit peu glauque, un peu glauqui sur eux. C'était surtout ça en fait. C'était important, et en fait eux aussi me fassent confiance dans la manière dont je les filme. D'accord. J'aimerais aborder quelques séquences en détail avec toi. D'abord, la séquence d'ouverture. Le film commence par une image décalée, un veau dans une voiture, puis ensuite, ça enchaîne sur un plan séquence qui nous fait rentrer dans une fête agricole par le biais d'un corps en mouvement, de dos, qui amène un fût de bière. L'arrière-plan est fourni, on voit une fille qui passe sur des taureaux, je crois, on voit pas mal de visages, on entend des applaudissements, puis on arrive jusqu'au stand où Toton fait le show, clope au bec, le verbe haut, il monte sur le bar et se déshabille, il est filmé alors en contre-plongée, seul avec le ciel bleu derrière, donnant au plan un caractère à la fois terrestre et céleste, comme une parfaite illustration du titre qui arrive justement après ce moment-là. Cette image est aussi l'affiche du film. Pour moi, c'est une entrée puissante qui me saisit immédiatement. Déjà, ça me montre un regard un peu décalé, tendre, mais aussi très concret et juste, donc un vrai point de vue sur le monde rural. Ensuite, d'un point de vue purement cinématographique, ça me place en immersion. J'entre dans le récit avec du rythme et du mouvement. Puis, l'utilisation d'un plan séquence inaugurale, c'est aussi comme une signature cinématographique. Elle avait déjà, je crois, commencé par un plan séquence sur son court-métrage Mano à Mano. Bref, c'est une entrée en matière très costaud. Comment vous l'avez mis en place concrètement, cette séquence d'ouverture ? Est-ce que déjà la fête, elle a été recréée entièrement ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, la fête a été recréée entièrement. Il a été question à un moment, notamment avant que le film soit financé, de peut-être le faire dans un vrai comice. Mais en allant sur des comices, on s'est rendu compte que ça serait impossible de faire ce plan-là de manière documentaire. Du coup, on a absolument tout refait, et elle a pu en fait venir dans les fonds, venir mettre plein de détails qui reviendront plus tard dans le film, et c'était un petit peu ça qu'elle voulait faire. Pour ce qui est du veau au début, en fait, pour l'anecdote, c'est pendant nos repérages, on s'est retrouvé face à un veau comme ça, exactement dans une 205, en allant à une fête qui attendait là sur le parking, et on a pris une photo. Et en fait, cette photo s'est retrouvée un peu en tête du dossier de prod et pendant pas mal de temps en amont du film. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être un beau début de plan séquence.
Et voilà, après, donc, un plan séquence comme ça, c'est surtout en fait beaucoup de répétitions. Et ensuite, on l'a fait, je pense, 14 fois ou 16 fois. Et au final, c'est peut-être la 11e qui a été prise, c'est peut-être même pas la dernière. Parce qu'il y a un moment dans celle-là où il y a eu un peu plus de magie, il a été un peu plus chahuté que les autres. C'était mon préféré aussi. Parce que contrairement au dernier qu'on avait fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus parfait dans ceux de la fin, et où presque j'y croyais moins. Comme la toute petite partie où on peut se poser la question, est-ce que c'est dans une vraie fête ou pas, qui disparaissait. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un moment où la caméra est un peu chahutée, il y a un figurant peut-être qui vient un peu taper contre le cadreur de manière involontaire. Voilà, il y a plus d'accidents dans celle-là, et je crois que c'est ça qui fait que c'est celle-ci qui a été choisie et qu'elle fonctionne. Alors ensuite, autre séquence, il y a la fameuse scène du village. Bien sûr. Forcément, tu ne peux pas forcer une vache à accoucher comme quand on dit action et que tu lances la caméra. Il faut être davantage dans une posture de documentariste où tu perds un peu l'initiative sur la matière à filmer. Comment toi, tu as fait évoluer ton dispositif de filmage à ce moment-là? Alors, faut savoir que cette scène de village, ça a été un gros dossier. Toute la semaine de tournage qui se passait dans la ferme de Marie-Lise a été pensée pour que, si un village arrive, on soit prêt à tout moment à quitter ce qu'on faisait pour aller tourner ce village. Parce qu'en fait, on avait sur cette semaine-là que 3 vaches qui pouvaient potentiellement véler, mais elles pouvaient très bien véler la semaine d'avant ou la semaine d'après. Et vu qu'il y aura une immédiateté, on n'aura pas le recul comme on le fait sur d'autres scènes de fiction. Donc il fallait qu'en amont, on se donne des clés. Il fallait qu'on se dise telle réplique, j'ai besoin d'être à tel endroit. Ou alors, le village, c'est important pour moi. Enfin, Louise me disait ça, c'est important pour moi qu'on filme en plan moyen. J'ai besoin de voir Marie-Lise avec Maïwenn, la vraie comédienne, en train de faire véler la vache. J'ai pas envie qu'on ait qu'un gros plan sur son visage et des mains qui pourraient être les mains de n'importe qui, en gros plan sur le veau qui sort, en fait. Et ensuite, bon, il y a forcément toute une part d'improvisation une fois que ça arrive. Mais comme ça, moi, je sais que j'ai un peu des rendez-vous, j'ai des endroits où je dois être à tel moment et qui me permettent de ne pas être totalement dans l'impro et de ne pas rater une scène qu'on ne pourra pas refaire en plus. Après, donc pour l'anecdote aussi, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas une de nos 3 vaches qui a vélé cette semaine-là. C'est une 4e vache qui n'était pas du tout censée véler cette semaine et qui était une assez vieille vache. Et en fait, elle a vélé en 7 minutes parce que vu que c'était genre son 20e veau, elle a vélé hyper vite. Et donc on n'a fait qu'une seule prise en fait. D'ailleurs, s'ajoute dans cette scène pas mal d'enjeux narratifs, puisqu'elle se passe pendant un vol de lait qui tourne mal, les frères de Marie-Lise qui arrivent, Toton qui avoue son vol, il y a la réaction de Marie-Lise en live. C'est une séquence qui est narrativement charnière et qu'en termes de fabrication, j'ai trouvé hyper osé et courageux. Est-ce qu'il y avait un plan B au cas où? Pour Louise, il n'a jamais été question de déplacer l'enjeu narratif de la scène en dehors de la scène de village et de faire comme une vignette de village, un petit peu en image d'Épinal comme ça, et à côté de ça, la scène de jeu. En fait, c'était vraiment un des moments phares de sa mise en scène depuis la conception du film. Du coup, ça a été très compliqué à organiser, mais c'était pas négociable non plus ça. Alors, il y a aussi pas mal de séquences forcément autour de la fabrication du fromage, les immenses chaudrons en cuivre qu'on voit à l'image, la lente montée en température, l'ajout de la présure, la découpe du cahier, la séparation délicate avec le petit lait. J'imagine que c'est un enjeu qui se pose rapidement dès que tu lis le scénario, mais en gros, comment on fait pour éviter le reportage France 3 Régions? Ouais, alors moi, quand j'ai lu le scénario aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce fromage, quoi. C'est la partie du scénario avec laquelle j'avais le plus de mal à me projeter, en vérité. C'est une partie sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui pour ma part a été assez laborieuse de trouver comment filmer ça, parce qu'en plus il y a ce chaudron qu'un des personnages appelle ce truc d'Obélix à un moment dans le film, que j'avais du mal à imaginer comment le filmer. Et je trouve qu'il amenait une image très champêtre, très vieille France, que je trouvais un petit peu difficile à manier. Et ce que Louise a réussi à me faire passer, ce qu'elle a réussi à me faire comprendre, c'est qu'il fallait qu'au moment de la fabrication finale, il y ait un équilibre entre quelque chose d'assez magique et de presque un peu sensuel avec ce lait, avec ses matières et tout ça, et en même temps, à nouveau, une forme très documentaire où on n'a pas l'impression que c'est un artifice. Ce qu'on a fait, ils ont vraiment fait du fromage à ce moment-là, à la fin, c'est une vraie fabrication, et on a filmé en mode documentaire pendant les 2 heures et quelques de la fabrication, où vraiment je pouvais passer délicatement d'un visage à une main, jusque dans le chaudron, me plonger vraiment au cadre dans la matière du lait, filmer son évolution, filmer ses différentes matières. Voilà. D'ailleurs, je trouve que ça marche bien parce qu'en tout, il y a 3 tentatives, plus la démonstration qu'en fait l'expert. Tout à fait. Et même si, a priori, c'est la même situation, on sent vraiment une progression et à chaque fois, on redécouvre un peu autrement ce process de fabrication, quoi. Oui, alors ça aussi, on s'est dit qu'on voulait que chaque tentative soit dans un décor différent et dans un effet de lumière différent, pour pas qu'on s'ennuie, pour pas qu'on ait l'impression de répétition. Et la démonstration, ce qui fait que c'est différent aussi, c'est qu'on a tout le temps filmé du point de vue de Toton, ses potes et de ses potes. On est vraiment dans une dimension spectateur. Là, on est vraiment
aussi le spectateur qui découvre enfin comment on fait pour de vrai aussi. Et donc on n'a pas dérogé à cette règle, on n'est pas passé du point de vue de la démonstration, on n'est pas rentré dans le chaudron, on voulait garder cette découverte pour la fin. Alors, sur cette posture à trouver entre mettre en scène ou capter de la vie, il y a aussi l'ultime séquence, celle de la course de stock car. Ouais. J'avoue, moi, j'en avais jamais vu. Je veux dire, chez nous aussi, dans le Trièvre, il y a tout un monde autour des sports mécaniques, mais des circuits comme ça, avec des tonneaux et tout, bah, je ne sais pas si ça existe partout. En tout cas, ça donne une forte impression au premier visionnage. Comment se passe cette scène? Est-ce que vous vous greffez à un événement? Est-ce que c'est intégralement recréé comme la séquence du début? Alors moi non plus, j'avais jamais vu de stock car et c'est Louise qui m'a amené à en voir pour la première fois. Et c'est encore une fois, oui, c'est une des séquences vraiment très compliquées du film où il y a tous les enjeux du film qui doivent se clore ici, il y a tous les personnages du film qui sont dans cet espace et il y a au centre cette course, du coup, qui prend toute l'attention. Alors, donc en fait, Louise connaissait des gens qui font du stock car et qui eux-mêmes organisaient une course qui était pendant notre durée de tournage. Donc on s'est rapidement dit qu'il fallait qu'on s'organise autour d'eux, mais on pouvait absolument pas faire rentrer tous nos enjeux narratifs, tous nos plans, toute cette séquence uniquement pendant la course. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné sur un week-end et on a tourné la veille de la course avec une partie des pilotes qui étaient d'accord d'arriver en avance. On avait une genre de vingtaine de figurants et où on a tourné beaucoup de gros plans de ce qui doit se passer sur la piste. Donc on a tourné les différentes cascades que Jean-Yves est censé faire. On a tourné le moment où Jean-Yves et Toton se retrouvent près de la voiture. On a tourné tout ce qui était sur la piste parce que ça serait impossible de tourner sur la piste pendant la course. Donc on a tourné toute la partie piste avec nos figurants qu'on mettait vaguement dans les fonds pour remplir, pour faire croire qu'il y a 1000 personnes. Mais en plus, c'est tombé le week-end le plus caniculaire de 2023. Donc ça a été très dur, il n'y avait pas un pet d'ombre, il n'y avait que des voitures avec le pot d'échappement coupé qui font un bruit pas possible, beaucoup de poussière. Donc c'était des conditions qui étaient vraiment dures. Et le lendemain, on a tourné à l'inverse tout ce qui se tournait dans la foule, donc en profitant donc de la figuration, disons, naturelle des gens qui sont venus voir la course. Et on a tourné la toute fin du film qui se passe un peu dans les backstage à ce moment-là. Donc on a vraiment dû découper, c'était vraiment une mécanique pas facile parce que vu qu'il y a plein de mouvements dans la scène, on devait faire parfois un chant la veille, le contre-chant le lendemain. Il y avait des jeux de regard qu'il fallait réinventer parce que l'endroit où devaient se trouver les personnages, on ne pouvait plus y accéder. Donc on a vraiment dû tout remanipuler, réorganiser dans l'espace et dans le temps. Ça a été un vrai casse-tête, un vrai puzzle de savoir quel plan devait être tourné quel jour, quel allait être le meilleur endroit. Ça a été quelque chose, cette séquence. Enfin, il y a les scènes d'intimité. La manière dont la sexualité est filmée, très concrète, joyeuse et maladroite, a quelque chose d'à la fois rafraîchissant et presque serein. Elle est complètement intégrée à la vie, au quotidien, à l'espace de travail. D'ailleurs, c'est assez loin de cette image d'intensité, d'exceptionnel et souvent même d'un peu sexiste qu'on voit au cinéma. Comment toi, tu abordes tout ce champ de scènes de l'intime ? Au premier abord, ça fait partie des choses qui m'intéressaient le plus dans le film. Je trouvais le rapport à la sexualité entre les deux vraiment très beau. Et on pouvait faire quelque chose d'assez doux et d'assez fin. Encore une fois, vu qu'il y a des scènes qui peuvent se ressembler, il fallait qu'on arrive à créer aussi une évolution. Est-ce que les scènes se détachent bien les unes des autres? Donc il y a eu ces envies de pénombre sur certaines. Il y a eu à l'inverse l'envie de quelque chose d'assez flamboyant dans la scène qui est plutôt dans la paille. En fait, on a pas mal repéré aussi des endroits. Et donc là, la question de la distance, de la pudeur se posait énormément. Pour moi, c'est beaucoup des choix, vraiment là, des choix de cadre, des choix d'optique et des choix de distance qui sont importants. Il y avait aussi une personne qu'on appelle une coordinatrice d'intimité qui était là pour aussi s'assurer que les deux vivent bien ce qui se passe, quelles sont leurs limites. Donc en fait, on a pas mal travaillé tous les trois, et avec le comédien et la comédienne, autour de ces scènes d'intimité, et on a trouvé, je pense, pas mal le découpage et la distance aussi en fonction d'eux, en fonction de là où on sentait que c'était correct un petit peu de les filmer, comment eux se sentaient, parfois juste de 3/4, ou qu'est-ce qu'on pouvait montrer, qu'est-ce qu'on montrait pas, et avec la lumière et avec le cadre. Et voilà, ça a été un travail assez fin, et en même temps d'être quand même assez frontal et assez... Enfin, en tout cas, vu qu'eux, leurs propos sont crus, et à l'inverse d'avoir une distance plus pudique, je trouve que ça crée aussi parfois des contrastes qui étaient intéressants. Alors, autour plus globalement de la notion de fabrication, quand Automne fabrique du fromage, tout le monde met la main à la pâte, ce qui rentre forcément en résonance avec la réalisatrice et toute l'équipe autour d'elle qui fabrique un film. J'aime beaucoup cette notion de fabrication et du process pour y arriver. Et surtout, au-delà des belles intentions qu'on peut avoir, il y a surtout cette notion importante du travail fini, du résultat concret, du film qu'on obtient à la fin. Et pour continuer le parallèle, au cinéma, le process, il est long, incertain. Il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent même avant le tournage, même après des années de travail. Ce film est plutôt bien produit pour un premier film, je crois, autour de 2 millions. La question que je me pose, c'est est-ce que ce film, tu penses qu'il aurait été tourné avec, par exemple, moitié moins de budget, moitié moins de subventions ? Alors en tout cas, nous avec Louise, on s'était dit qu'on serait prêt à le faire avec beaucoup moins. Ensuite, c'est sûr que le film aurait été très différent. Est-ce qu'il aurait été mieux ou moins bien, je ne sais rien, mais il aurait été très différent parce que toutes ces scènes qu'on a recréées, que ce soit
une partie du stock car, que ce soit la scène d'intro, même les 8 semaines de tournage qu'on a eu qui nous ont laissé quand même. Peut-être que j'étais aussi serein parce qu'on avait tout ce temps, parce que je savais que chaque séquence, on avait le temps de la faire correctement. J'aurais le temps de travailler ma lumière, que Louise aurait le temps de travailler avec ses comédiens, on aurait le temps de faire tous les plans qu'on a prévus, ce qui a quasiment toujours été le cas. On a vraiment pu le faire grâce à ce budget-là qui était confortable et qui, en tout cas, en plus pour nous, était quelque chose d'inconnu d'avoir autant de temps, autant d'argent. Mais peut-être qu'avec moitié moins, on l'aurait fait quand même, mais c'est sûr que ça aurait été un film, ça aurait sûrement été un film peut-être plus punk, un peu plus à l'arrache, quoi. Au final, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment dans le film une idée permanente de se mettre en danger et d'avoir des vrais défis formels. Je trouve qu'il y a plein de séquences qui sont assez costauds à tourner. C'est sûr qu'on n'a souvent pas eu envie de céder à la facilité dans la majorité des séquences. On avait envie vraiment d'avoir au moins une bonne idée par séquence et un choix un petit peu fort dans la mise en scène ou dans le cadre ou dans le jeu ou dans un mouvement, quelque chose. Enfin, on savait que dans chacune de ces séquences-là, on voulait qu'il y ait quelque chose où on se sente un petit peu défié et où on sent qu'on a pris un parti pris un peu fort. Il y avait quand même cette volonté-là de pas se dire bon bah allez hop celle-là ça va être un petit chant contre chant là, ou alors j'ai rien contre les chants contre chant, je trouve que c'est un très beau motif, hein, mais je veux dire tout a été quand même, on a questionné et re-questionné autour de ça. Dernière question, tout simplement, toi, comment tu trouves le film fini? En vérité, la première fois que je l'ai vu, quand j'ai reçu le lien, ça m'a fait un petit vertige parce que c'est presque 1 an de travail, même si j'ai pas travaillé que là-dessus, mais c'est quand même vraiment des mois de travail et énormément d'investissement personnel par rapport à où est-ce qu'on met son travail et sa vie. Et à un moment, de se retrouver face à un film de 1h30, fini, aussi beau soit-il, moi, ça m'a fait un petit vertige de ce que c'est de faire un long métrage de fiction. Par contre, après, je suis vraiment... moi, j'ai trouvé le film super beau, je suis trop content de retrouver les comédiens comme on les avait imaginés, de ressentir des moments d'émotion assez proches de vraiment ce que Louise cherchait à faire ressentir. Et ensuite, des retours aussi avec Clément, avec Maïwen, avec les autres comédiens et les autres personnes avec qui on a travaillé qui sont hyper positifs, ça m'a trop touché. Ok, bah, je te remercie, Elio, pour cet échange. Bah, merci à toi. T'habites tout seul? Avec ma sœur. Alors? Vous en pensez quoi, vous, de celui-là? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, il est là pour faire le ménage. Ta gueule! Allez, casse-toi, c'est bon. Non. T'as une sale tête. Bonjour Sarah. Bonjour Julien. Alors, tu étais la chef monteuse du film, c'est toi qui reprends en fait tout ce qui a été écrit puis filmé pour y mettre du rythme, de la chronologie, du sens. C'est une grosse responsabilité, non ? Oui, tout à fait. Une grosse responsabilité que je partage bien évidemment avec la réalisatrice, Louise, qui était là tout le temps avec moi, tous les jours. Donc je me sentais quand même aiguillée, épaulée dans tous les choix que je faisais avec elle. Alors, tu découvres le film sur scénario avant le tournage ou directement sur ton banc de montage ? Alors, ça dépend, mais pour ce film-là, j'ai reçu le scénario quelques mois avant le tournage, donc bien 1 an avant le début du montage. Je l'ai lu une première fois, j'ai pas lu les versions qui suivaient, et je me suis laissée surprendre par les rushs, lors du dérush, du coup, avec Louise. C'est quelque chose que j'aime bien faire, lire, puis oublier, puis me remettre devant la spontanéité des images qui s'offrent à moi. Alors, 20 Dieux, c'est un quadruple récit de première fois, parce que c'est une première fois pour sa réalisatrice, pour ses comédiens, pour les chefs de poste techniques, et même narrativement pour son héros. Comment cette superposition d'autant de premières fois se gère au montage ? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ? Pas vraiment, dans le sens où, je me permets de le dire, mais je les ai trouvés tous très forts. Donc j'ai pas eu tant de mal à dessiner les personnages, car les acteurs étaient très bons, ils avaient un naturel dans le jeu, une spontanéité qui a été en fait plutôt bénéfique au sens du rythme, des émotions que voulait le montage du film. Louise et moi, on se connaît depuis longtemps, donc c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. J'ai bossé sur ces courts-métrages. La grande première pour nous, c'était surtout le long-métrage produit, les rapports avec la production, les distributeurs. Ça, c'était une nouveauté pour nous. Mais sinon, on s'est laissé porter naturellement, sans trop de trac. C'était quoi les intentions qui te sont données avant d'attaquer le montage ? Louise laisse une grande liberté quand même au montage, dans le sens où elle fait confiance aux gens avec qui elle s'entoure dès le départ, et elle a déjà donné
plein de choses à l'écriture, au tournage, à la direction d'acteurs. Donc ces choses-là étaient déjà ressenties dans les rushs. Les seules choses qu'elle m'a dit, c'est j'ai pas envie que ce soit un film chiant, je ne veux pas qu'on s'ennuie. Donc voilà, elle m'a surtout dit il faudra qu'on soit carré musicalement parlant, et au niveau du rythme du film, il faut pas que pendant 1h30 on s'endorme, quoi. Alors, durant un montage, on fait souvent bouger les lignes. Il ne s'agit pas seulement de monter ce qui a été tourné, mais donner du sens à l'ensemble. Sur ce montage, quel trait a été accentué ou atténué? À quelle intention tu as voulu être la plus attentive? La particularité de son film, notamment dans la trajectoire de ses personnages, c'est qu'elle voulait, excusez-moi, être fidèle aux gens qu'elle côtoie dans le Jura, c'est-à-dire des gens qui retiennent leurs émotions, qui ne les expriment pas. Donc, les traits qu'on a voulu atténuer ou gommer un petit peu au montage, c'était cette capacité de ces personnages de retenir leurs émotions, de pas transmettre trop ce qu'ils ressentent, garder pour eux et laisser faire en fait les rapports humains entre eux. Donc en fait, il fallait faire passer des choses derrière les répliques. Donc il fallait faire passer des choses par la gestuelle, les regards, les silences. Et c'est ça en fait qui a été le plus pointu en fait à travailler, dans le sens où il fallait pas être trop dramatique quand il se passait quelque chose de grave pour les personnages, mais il fallait pas non plus qu'on ait l'impression que ça leur passe au-dessus de la tête. Donc c'était cette subtilité qu'il a fallu doser. Alors, en montage, on peut avoir des cinéastes qui sont très présents, très interventionnistes, on va dire, d'autres qui sont là à mi-temps pour le dérush, ensuite pour voir les séquences monter, évitant ainsi de perdre l'acuité de leur regard, ou alors d'autres qui délèguent énormément, faisant une confiance totale au film, avec des monteurs qui sont quasiment autonomes, quasiment presque en position de co-réalisateur. Bref, un montage, ça peut se passer de manière très différente d'un film à un autre, d'un réalisateur à un autre. Concrètement, pour vous, comment ça s'est passé ? Alors, Louise a été là tout le long du montage, du premier jour jusqu'au dernier, et tous les jours, donc de 8h, 9h jusqu'à 19, 20h, voire plus à la fin du processus de montage. Elle était à côté de moi, et ce qui est marrant avec Louise, c'est qu'on ne parle pas quand on monte, parce que, comme je disais précédemment, j'ai monté tous ces courts-métrages avant ce long, et on a appris à se connaître. Je connais sa sensibilité, qui est aussi la mienne, et on communique pas, en fait. Voilà. Donc, je monte, elle me regarde, on s'arrête, on se fait un signe de la tête, puis on comprend que c'est bien, que c'est pas bien, qu'il faut raccourcir, changer de prise. Voilà. Il y a certaines séquences, par contre, on a communiqué, bien sûr, qui étaient assez plus touchy que d'autres, notamment celle du bal, celle du stock-car, celle du vélage et celle de l'enterrement. Donc là, oui, on a beaucoup dialogué, essayé, mais sinon, ça se passe plutôt silencieusement, le montage avec Louise. Alors, au premier visionnage, moi, je me suis vraiment allé au plaisir de spectateur. J'ai pas calculé grand-chose, si ce n'est une impression globale. Par contre, au deuxième visionnage, je me rends compte que le rythme du film est assez rapide, en fait. Les séquences sont courtes, la narration avance vite, le film fait 1h30 en tout. Pourtant, il est classé auteur, il se passe à la campagne, donc on peut un peu anticiper et, entre guillemets, craindre pour le grand public une sorte de film contemplatif. Et là, c'est pas du tout le cas. J'ai même l'impression qu'il avance plus vite que son court-métrage Mano à Mano, que tu as également monté. Est-ce une volonté déjà présente sur le scénario que tu lis, ou bien c'est quelque chose que vous avez affiné au montage ? Alors, c'est vrai que dans Mano à Mano, il y a un aspect très contemplatif qui était pressenti aussi pour son long métrage, car Louise adore les westerns, elle adore les beaux paysages du Jura. Donc, c'est vrai que quand on lit le scénario, on se dit, bon, là, ça sera un beau moment où on va respirer un petit peu, s'échapper un petit peu de ce qui se passe dans la vie des personnages. C'était effectivement quelque chose qui était présent dans les premières versions. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait pas qu'on perde notre objectif de vue, qui était de pas s'ennuyer et de pas s'endormir devant le film. Donc, on a décidé de quand même resserrer un petit peu tout ça. D'ailleurs, Tina Baz, donc, qui est une monteuse qui nous a un peu marrainés durant ce montage, nous a confortés dans cette idée et nous a un peu aiguillés là-dessus. Donc, oui, au début, c'était plus long et finalement, on s'est rendu compte que certains films gagnaient quand même à être un peu plus dynamisés.
Ouais, surtout que maintenant, on voit beaucoup de films de plus de 2 heures, donc c'est vrai que ça change, quoi. Oui, oui. Moi, je suis très heureuse que le film fasse 1h30. Louise, au début, elle avait un peu peur. Elle s'est dit, oh, c'est un premier film, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus long. Mais finalement, vous savez, les films, ils parlent d'eux-mêmes. Ils gravitaient déjà aux alentours de 1h30, 1h45. Donc bon, il a eu la durée qu'il devait faire, je pense. Alors, si globalement le film il est assez rapide, qu'il avance tambour battant, il y a quand même quelques séquences, comme je pense à la troisième tentative pour faire du fromage, celle qui réussit, qui est plus lente. J'aime d'ailleurs beaucoup cette séquence, on voit les gestes, on ressent la volonté, l'abnégation des personnages, mais aussi tout simplement le temps présent. Ce rapport entre la temporalité lente de fabrication et l'envie de donner du rythme, comment tu l'as géré, comment tu as géré cet équilibre? Dans le scénario, il était vraiment clair que les 2 premières fabrications étaient... tout n'était pas montré. Elle a beaucoup travaillé avec Elio sur l'évolution de ses préparations, car on ne voulait pas qu'elles soient tout le temps les mêmes. Donc bon, forcément, les 2 premières ratent, donc c'est radicalement différent, mais il fallait pas que ce soit redondant. Concernant la dernière préparation, Louise avait, dès le départ, voulu que ce soit quelque chose où pour une fois, voilà, on prend le temps parce que c'est là où il se pose, c'est là où le personnage apprend, c'est là où il a grandi, c'est là où il fait les choses pas dans la hâte, où il réfléchit, où il est avec sa sœur, il partage un vrai moment avec elle. Donc c'était écrit et c'était tourné en documentaire en fait. Ils ont réellement fait ce fromage-là avec un coach fromage qui est juste à côté, qu'on ne voit pas bien sûr, mais qui est derrière la caméra. Les rushs parlaient d'eux-mêmes, on voulait rien rater. C'était très joli, donc ça s'est fait naturellement. Mais moi, je trouve que c'est assez bien vu parce que même si voilà, cette séquence de fabrication, on la voit plusieurs fois, elle est vraiment revisitée et à chaque fois, on redécouvre quelque chose, quoi. Très bien, je suis contente que ça ait fonctionné alors parce que c'était vraiment quelque chose... elle m'avait appelé Louise avant le tournage, après le scénario, pour discuter avec moi de ça. Bon, bien sûr, elle savait ce qu'elle voulait faire, mais c'était c'était un vrai challenge pour elle. Donc je suis heureuse que ça se soit ressenti. Alors le montage, il a lui-même sa propre temporalité en tant qu'étape de fabrication. Parfois, on a besoin de faire des pauses pour revenir sur un montage avec un peu de fraîcheur. Comment s'est déroulé ce temps de création? Est-ce que des fois, il y a eu des temps où vous avez fait des pauses, par exemple? Non, on a commencé le montage en octobre. On l'a fini en début février de l'année dernière. Et donc, on a fait une pause à Noël. Une pause de 2 semaines à Noël, c'est tout. Donc on était vraiment dans un tunnel, mais encore une fois, c'est chronophage, on voit pas le temps. C'est comme au tournage en fait. Le montage, on voit pas ce qui se passe autour. On est dedans. La nuit, on en parle. Au petit matin, quand on boit notre café, on en parle encore. Donc vraiment, on était à fond. Et on aimait cette énergie. On s'est bien reposé pendant Noël, mais on y pensait toujours, en fait, finalement. Et ensuite, il y a eu la dernière ligne droite. Mais oui, il n'y a eu qu'une pause de 2 semaines dans le montage. Au final, le film est assez peu didactique dans ses dialogues. Il y a peu d'informations qui sont données directement. Beaucoup de choses sont à aller chercher ou à imaginer. Le film fait ainsi le pari d'une certaine intelligence du spectateur. Souvent, au montage, il s'agit de ne pas donner tout de suite les clés. Est-ce qu'il y a eu des segments explicatifs, des scènes tournées qui ont été supprimées au montage? Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis, car Louise, c'est vraiment ça qu'elle voulait éviter et c'est ça qu'elle voulait donner. Déjà, mano à mano est quasi muet, ça parle au début du film, un petit peu pendant, mais j'ai apprécié monter ça car c'était pour moi un film muet. Et donc, Louise aurait voulu faire ça aussi pour son long-métrage, mais bon, elle s'est dit, 1h30 quand même, va falloir parler. Et puis bon, de toute façon, l'histoire et l'interaction des personnages fait qu'il y avait des dialogues. Mais elle adore ce style-là. Il y a eu quelques scènes coupées, beaucoup de scènes déplacées, notamment une séquence où il s'explique avec la fille qui ramène, avec Aurore, la fille qui ramène au tout début du film. Scène-là, on l'a coupé, donc globalement, il se fait larguer. On l'a coupé car un peu trop explicatif, un peu trop... ça nous sortait un petit peu de... C'était trop lourd pour lui à ce moment-là. Enfin, il y avait plusieurs raisons. Donc, cette séquence, on l'a coupée. Il y a aussi une séquence qu'on a déplacée et coupée en 2.
C'est le moment où il est en moto dans la forêt et il s'arrête devant l'arbre de son père. Normalement, là, il fonce dans l'arbre, il tombe et il hurle. Et ça, Louise trouvait que c'était beaucoup trop dramatique, que ça collait pas avec son personnage et que c'était pas ce qu'elle voulait non plus. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a pas eu beaucoup de scènes coupées. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, on voit bien comment des fois au montage, on revisite entièrement le film. Et en effet, de ce que tu expliques, on voit bien que ça collait peut-être moins au reste du film. Mais des fois, on a besoin de le tourner et de le voir sur le banc de montage pour s'en rendre compte, quoi. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que dès le tournage, dès le scénario même, elle savait que cette séquence, elle n'était pas sûre de cette séquence. Dès le scénario, elle m'a appelé, elle m'a dit « T'es sûre que ça pourrait le faire, ça ?» J'ai dit « Écoute, ça coûte rien de tourner, on verra. » Elle était d'accord avec moi. Et donc, au tournage, elle ne le sentait pas non plus. Mais bon, on était effectivement contente de la voir et de se rendre compte que c'est mieux dans ce sens-là que plutôt que de l'autre, de manquer de séquences. Oui, carrément. Et c'est vrai que des fois, on a besoin de tourner des séquences pour se rendre compte que finalement, elles sont accessoires en fait, au récit, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je prends une séquence symptomatique de ce que je disais par rapport aux dialogues qui sont peu didactiques, et notamment dans le choix d'être davantage sur les gestes et les attentions plutôt que dans les mots. C'est quand Francis, l'un des amis, propose à Toton d'être une oreille pour accueillir ses souffrances. Celui-ci répond par un simple « pas de souci », mais il ne va pas plus loin. Ces dialogues qui sont assez ramassés, est-ce que c'est des choses que... je ne sais pas, que vous avez élagué au fur et à mesure? Est-ce que chaque fois, vous avez un peu taillé dedans ou vous êtes resté finalement fidèle au scénario qui était déjà très ramassé? Alors, on est resté fidèle au scénario, globalement. Et Louise travaille énormément avant le tournage avec ses comédiens. Donc, vu qu'il y a peu de dialogue dans ces films, elle est très pointilleuse sur l'intonation, sur les temps de pause, sur la gestuelle qu'il y a derrière la phrase. Donc, c'est quelque chose de toute façon qui n'est pas du tout mis au hasard et que Louise travaille très bien. Que moi, donc, au montage, finalement, le choix des prises se fait sur ces petites nuances qu'il y a entre la fin d'intonation de telle prise et d'une autre. Et ce que je travaille aussi, ce sur quoi je suis attentive, c'est bizarrement le silence qui en découle. Plus le silence est juste, plus... C'est bizarre de dire un silence juste, mais pendant ce silence-là, comment il se regarde, comment il se retourne, est-ce qu'il boit à sa canette tout de suite ou est-ce qu'il attend un peu, ou est-ce qu'il a un petit tic où il touche la petite bouteille, un petit moment de gêne. Et on adore avec Louise être attentive à ces petits détails qui sont à côté des paroles en fait. Alors le film, on le voit avec le succès qu'il connaît aujourd'hui, il est vraiment accessible au grand public. Est-ce qu'au moment du montage, il y a eu un souci d'être compréhensible par tous? Par exemple, est-ce que vous avez fait des prévisionnements? Oui, on a fait des projo-tests, effectivement. On en a fait beaucoup les 2 derniers mois pour justement être attentive à ces retours-là. Ça, on comprend pas. Ça, c'est pas juste, ça c'est pas logique, là pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, donc c'est un grand moment de stress ces projections, mais on sait pertinemment que il faut passer par là et que c'est comme ça que le film avance. Donc Louise et la production nous ont bien entourés lors de ces moments-là et ça a été justement pour ça qu'on a travaillé pendant 2 mois à la fin pour retoucher, réfléchir, déplacer des séquences, réfléchir au dialogue. Est-ce que du coup c'est ça qui passe pas, ça il nous manque ça, donc comment on peut réinventer la chose. Il y avait un problème au début, c'était notamment que le père était peu présent. Beaucoup de gens nous ont dit la relation qu'il a avec son père, il faut plus la travailler parce que quand il disparaît, il nous manque quelque chose, quoi. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais au début qu'on avait beaucoup changé de place certaines séquences. Et ben c'était notamment pour résoudre ce problème-là, de la relation père-fils et de la présence du père. Alors, je reviens sur une autre séquence que je trouve très juste en termes de découpage et de montage, celle au début du film où Toton et ses amis arrivent au niveau de la voiture accidentée du père, tard dans la nuit. Toton reste muet lorsqu'il aperçoit le véhicule défoncé. Incapable de s'approcher, il envoie ses 2 amis en éclaireur et tous devinent à la gestuelle de ces 2-là, filmés de loin, pareil à des ombres.
On reste là dans le point de vue de Taunton. La scène ne se prolonge pas outre mesure, alors que 95% des films joueraient le plan rapproché, appuieraient à fond sur le côté dramatique. Là, il y a une sorte de pudeur, pas seulement des personnages, mais aussi du film. Est-ce que le découpage que tu reçois, il est fourni, il y a beaucoup de prises, beaucoup de valeurs de plantes différentes, et comment tu reconstruis les situations au montage? Alors c'est intéressant, je pense que ça, c'est dans notre top 5 des scènes les plus difficiles à monter, parce qu'effectivement, il y avait plein de valeurs. Justement, Elio et Louise ont pensé au montage et ont dit c'est tellement une scène clé qu'il faut qu'on se mette toutes les chances de côté, qu'il manque rien, et qu'on ait une infinité, de possibilités. Donc, plus on a de possibilités, plus c'est difficile, bien sûr, de faire des choix. Et ça, là, jusqu'à la fin, je pense que ça a été l'une des séquences qu'on a retouchées. Et en plus, la difficulté vient aussi de tout ce qui se passe avant. Donc, quand on travaillait cette séquence, on regardait depuis le bal, parce que finalement, c'est la fin de la séquence du bal. Donc, pour être dans le rythme et pour créer une césure dans la vie de ce jeune homme, il fallait voir tout ce bloc-là au montage, à chaque fois qu'on voulait travailler cette séquence. Donc déjà, dès le départ, Louise voulait qu'on voit la voiture en flou. Elle voulait qu'on suggère quelque chose, qu'on ne le voit pas. La difficulté, c'était combien d'allers-retours on faisait entre la voiture et Taunton, la longueur du plan qu'on laissait sur Taunton et le choix du moment des ombres des deux copains. Parce qu'il y en avait, je crois, 5 ou 6 de mémoire de prises. Enfin, du coup, on a choisi une prise où Jean-Yves, on voit dans ses pas qu'il s'effondre un peu. Enfin, qu'il a comme s'il allait défaillir, mais qui se retient et qui regarde son ami. Donc, voilà, c'est vraiment au détail près. Et puis, ouais, et Louise, il y avait plein de prises de sur Taunton où il pleurait. Il commence à pleurer, mais il pleure pas. Il a joué vraiment plein de choses et c'est très, très difficile de choisir. Donc Louise m'a dit, moi, ce que j'aime dans les films, c'est le moment où juste avant que l'alarme coule. Et ça nous a aidé un petit peu à calibrer cette séquence. Ouais, des fois, on dit les grands acteurs ne pleurent pas, ils font pleurer, quoi. Oui, donc c'est ce qu'on a cherché chez Taunton, effectivement. Mais vraiment, je suis contente que vous me posiez cette question parce qu'on a eu du mal à la monter, cette séquence. Ouais, en tout cas, bravo, moi je la trouve hyper fluide. Et de toute façon, globalement, sur le film, moi, il n'y a jamais un moment donné où je me suis dit « Ah, je trouve ça long, etc. » Je trouve qu'à chaque fois, c'était hyper bien calibré, quoi. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres séquences du film où il y avait des enjeux de pur montage qui se sont joués? C'était la séquence du stock car. La séquence du stock car, c'était quelque chose, car beaucoup de rush. Il y avait 2 caméras. Ils ont alterné entre les vraies courses de stock car parce qu'ils étaient dans un vrai événement et les moments où donc les compétiteurs quittaient la course et laissaient place à la voiture et aux cascadeurs. Donc il y avait cette chose à gérer, à alterner. Ce qui était compliqué, c'était de faire coexister les deux temporalités, la course en elle-même et Taunton qui se réconcilie avec lui-même, mais aussi avec ses amis et avec Marie-Lise. Donc ça, c'était pas facile à doser. Et c'était aussi une séquence qu'on a montée jusqu'à la fin. Il y avait aussi la séquence vélage qui avait sa part de difficulté, mais finalement pas là où on l'attendait. La difficulté venait du hors-champ présent. Donc il est avec Marie-Lise en train d'avouer qu'il a fait quelque chose de grave. Marie-Lise est en train de faire accoucher une vache. Donc déjà c'était un stress parce que c'est quelque chose qui s'est produit pour de vrai. La comédienne, l'actrice était vraiment en train de... Il n'y a pas eu de doublure ni rien, c'était en une prise, donc elle avait un stress immense, mais elle a super bien géré. Clément, donc l'acteur de Taunton également. Et ce qui était difficile pour nous, c'était faire exister les copains qui derrière se font enfermer par les frères de Marie-Lise. Et ça, au montage, du coup, il a fallu le recréer car ça n'existait pas. Donc c'était quelque chose à travailler au son. Donc ça, c'était assez compliqué aussi à imaginer et à anticiper.
Ouais, moi, sur cette séquence, je trouve que c'est bien dosé et on sent vraiment la tension qui monte et puis le croisement de tous les enjeux en même temps, quoi. Ah bah, super, parce que c'était pas évident. Alors, un mot sur la musique qui est assez présente dans le film. Elle a été composée en partie par la famille de la réalisatrice, mais il y a deux genres de musique. Celle diégétique, qui appartient aux scènes. Celle-ci, elle est plutôt électro et montre une certaine modernité. Puis il y a la musique ajoutée, parfois aux accents folk, limite country, anglo-saxon, qui participe à la dimension western du film. Enfin, il y a une véritable musique de composition, surtout des sortes de chœurs qui donnent une profondeur, quelque chose d'un peu, pas nécessairement mystique, mais qui vient sonder une forme d'intériorité. J'y vois aussi une référence à la force du collectif, qu'on a pas mal évoqué avec Théo Abadi, le co-scénariste. C'était quoi les directives vis-à-vis de la musique en général? Comment s'est articulé le travail de montage et de composition? Alors, les musiques intradiégétiques étaient déjà présentes au scénario. Donc Louise elle les avait déjà bien choisies, elle avait fait travailler les acteurs dessus. Je parle de T'as le look Coco, de la musique clippée Kisses Sweeter Than Wine. Tout ça, c'était déjà posé, donc au montage, pas de souci, on avait la musique dès le départ. Moi, j'aime bien monter déjà sans la musique, pour déjà que le rythme au montage soit déjà établi et puis juste. Et ensuite, on pose la musique dessus et on réajuste. Parce que sinon, c'est trop facile. On suit le rythme musical et je trouve ça un peu facile. Pour l'extradiégétique, on avait de la chance car c'est Charlie et Linda, donc le frère et la mère de Louise qui s'occupaient de la musique. Et on avait de la chance de les avoir à nos côtés dès le début du montage. Donc en fait, dès qu'on avait monté une séquence et qu'avec Louise, on pensait que ça allait être accompagné musicalement, on leur envoyait une maquette et ils nous proposaient quelque chose. Et en fait, tout le long du montage, finalement, alors que d'habitude, ça intervient beaucoup plus vers la fin, on avait déjà Linda et Charlie qui nous proposaient des maquettes musicales bien en amont. Donc, Louise a une oreille musicale, vu qu'elle est musicienne. Donc, elle les aiguillait. Là, je veux plus de cordes. Là, peut-être un peu moins de voix. Ce morceau, il est bien. Et celui-là aussi. Donc, est-ce qu'on peut pas faire un mix où vous influencez un petit peu le premier morceau et vous récupérez un petit peu des choses bien qu'il y a dans le deuxième? Enfin, elle avait quand même cette liberté, vu que c'était sa famille, de leur demander des choses assez pointues et il la comprenait tout de suite. Ok. Et cette musique de composition, au montage, quel sens vous vouliez lui donner? Quel sens narratif, par exemple? On ne voulait pas que ce soit tire-larme. On ne voulait pas que cette musique oblige une émotion au spectateur. Mais c'est pas correct de dire ça parce que de toute façon, ça sert aussi à ça. Donc, on voulait pas que ce soit trop grosse ficelle. D'où le fait que Louise disait souvent à ses musiciens, soyez dans la sobriété, peut-être même faites un pas de côté pour que ce soit que ça dénote avec ce qui se passe, que ça colle pas que spécialement avec ce qu'on attend en fait des émotions du spectateur. Ouais, je comprends, parce que souvent dans les films, on a l'impression que finalement la musique, elle vient juste surligner quelque chose qui est déjà présent, donc elle n'a pas vraiment de sens, quoi. Oui, c'est vrai. Là où on a beaucoup travaillé avec Charlie et Linda, c'était la recherche de la musique de l'enterrement notamment. On a beaucoup essayé cette séquence sans musique, parce qu'on s'est dit c'est trop attendu dans un film, enterrement, donc on sort les violons, c'est trop attendu, on veut pas ça. Finalement, c'est bizarre, mais c'est un petit peu c'est ce qui se passe. Donc ouais, la séquence d'enterrement a été... Il y a eu beaucoup de versions musicales. On a d'ailleurs essayé d'autres morceaux qu'ils nous avaient proposés pour d'autres moments, notamment le moment où Marie-Lise prend Toton en stop sur son camion. Par exemple, ils nous avaient proposé des morceaux. Louise aimait bien dire, on prend la musique de cette séquence, on l'essaye sur une autre, et ça se trouve, ça fonctionne. Parce que du coup, c'est pas à la base l'émotion recherchée musicalement, et peut-être que ça dénote et que ça fonctionne. Donc on a souvent fait ça, et il y a des moments où elle voyait juste et où ça fonctionnait. Ouais, on s'est beaucoup amusé à faire ça. En tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur la musique, parce que on sent à travers ce que tu dis que vraiment, des fois, l'étape de montage, c'est
faut essayer jusqu'à à trouver quelque chose qui fonctionne et qui donne du sens, quoi. Ah oui, oui, oui. Je vais parler un tout petit peu de la sortie du film. Il a déjà raflé plusieurs prix prestigieux. Moi, plein de gens autour de moi qui n'ont rien à voir avec le cinéma m'en ont parlé, donc ils bénéficient d'un très bon bouche à oreille. Ce que tu avais sur ton banc de montage et que vous avez travaillé à deux sera bientôt vu, j'imagine, par presque 1 million de spectateurs qui font la démarche d'aller au cinéma pour voir ce film. Ce qui, de mémoire, moi, ne me semble être quasiment jamais arrivé pour un premier film. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu sens déjà à la post-production ? Pas du tout. C'est marrant parce que ce qui se passe avec ce film me dépasse complètement. Alors, je dis pas qu'on n'a pas bien travaillé, hein. Je suis très fière de tout le monde. Je suis très fière de Louise, de tous les copains qui ont travaillé sur ce film. Mais je comprends rien à ce qui se passe. Et c'est marrant parce que quand on a le dernier jour de montage avec Louise, on s'est regardé, on s'est serré la main, on a dit bravo, bravo à toi. On a réussi à faire un film produit, il va passer au cinéma, c'est trop bien, on est trop contente, c'est tout. Et là, et après, il y a eu Cannes, puis il y a eu Angoulême, puis il y a eu Jean Vigo, Donc ouais, Louise, c'est une très bonne amie, donc on s'appelle pour prendre des nouvelles, se raconter nos vies. Elle me dit, ah oui, puis là, le film, il a eu ce prix-là. Ah, ok, d'accord, bon, ben, super. Je parais un peu blasée, c'est pas du tout le cas, c'est juste que je suis tellement contente que j'ai pas les mots. C'est incroyable ce qui se passe. Mais on s'y attendait pas du tout. Je ne sais pas si toi, tu as accompagné un peu le film à sa sortie, mais ici, nous, on a eu le plaisir dans le Trièvre de le projeter une première fois en avant-première en octobre à l'occasion de notre festival Ciné Regain. Là, donc, on va le rediffuser en circuit classique. Le film, il a ce côté authentique, même il a un côté assez drôle par ses répliques, ses situations, et peut-être qu'en ville, cela donne une certaine respiration, une certaine légèreté. Mais lorsqu'on le voit dans un territoire rural et montagneux comme le nôtre, j'ai l'impression qu'il se passe autre chose, que le film décale notre rapport à ce que le cinéma a construit jusqu'à présent du film dit agricole ou rural. Est-ce qu'au travers des avant-premières, des festivals que tu as peut-être fait, tu as ressenti une différence de réception selon les territoires ? Alors moi, j'ai assisté aux avant-premières et aux rediffusions surtout dans le sud-ouest, car c'est là où j'habite. À Toulouse, à Cahors, il y a eu un festival à Carmaux, il y a eu un festival en Dordogne. Donc effectivement, j'ai fait un petit peu grande ville et petit village. Les gens qui viennent me voir à la fin du film sont souvent des gens qui ont vécu à la campagne ou qui y vivent et qui nous remercient de leur avoir fait ressurgir des souvenirs, en fait. Ils nous parlent d'impressions, de sensations, de vécu, des petits indices comme ça, les balles, les amis qui parlent pas, les gens qui vivent des choses dures mais qui s'en sortent sans pleurer. C'est marrant, c'est souvent des gens qui ont des souvenirs, qui viennent me voir à la fin du film pour me parler de vécu. Sinon, les amateurs de cinéma, globalement, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites, ont souvent pas les mêmes réflexions, mais ils sont là, quoi. Ils sont là partout. Est-ce que toi, tu l'as revu depuis sa sortie dans une salle classique, sans intervention particulière ? Je l'ai revu avec mes parents. Ouais. Je me suis dit que le seul moment où j'irai le revoir, parce que je l'ai trop vu, ce serait, enfin du moins cette année, ce serait avec mes parents pour capter leur réaction à chaud durant le film. Donc je regardais pas l'écran, je les regardais à eux comme ça, je les guettais. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? J'ai été... c'est marrant comme question. C'est vrai que ça a été l'une des rares fois où j'ai pu vraiment le regarder sans stress, sans me dire attention, j'espère que t'as bien coupé là, Sarah. Ouh là là, ah oui, j'avais oublié qu'on avait déplacé cette séquence. Ouh là, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il manquait quelque chose. Enfin, c'est la première fois que j'ai pu le regarder en tant que j'ai essayé de me sortir de moi-même pour pas être parasité par les réflexions sur le montage. Ce que j'ai aimé, c'est de voir des jeunes qui ressemblent à ceux que j'ai connus.
faire n'importe quoi, globalement, mais y aller avec force, avec humour. J'ai aimé, en fait, voir cette jeunesse-là. C'est ce qui m'a marqué. C'est authentique pour moi. Et puis, j'ai adoré la musique. J'ai adoré la musique. Il y a quelques petites séquences comme ça que j'adore regarder, notamment celle où il est avec son père dans le camion après que son père l'ait récupéré à l'abribus en train de dormir. On voit le Jura se réveiller. Je crois que c'est ma séquence préférée. Alors, si ça ne te dérange pas, un mot sur l'école d'où tu viens. Louise Courvoisier et plusieurs chefs de poste du film, dont toi, vous venez de la Cinéfabrique de Lyon. Dans nos territoires ruraux et alpins, où l'idée même de faire du cinéma peut paraître au-delà de l'imaginaire pour les jeunes, qui aiment pourtant voir des films, et aussi même du champ du raisonnable pour leurs parents, la Cinéfabrique est, je crois, l'école publique de cinéma la plus proche aussi pour nous. Si tu pouvais nous en dire quelques mots, parce qu'elle prépare à beaucoup de corps de métiers différents, pas seulement des réalisateurs, mais aussi des scénaristes, des chefs-op, des chefs-monteurs comme toi. Je crois qu'il y a aussi une section de production. Alors, c'est très juste ce que tu dis. Pour moi, par exemple, le cinéma, c'était quelque chose que j'ai envisagé très tardivement, à l'âge de 23 ans, car je me suis dit, déjà, je viens pas d'un milieu artistique. C'est mon père qui m'a initiée au cinéma depuis toute petite, mais ça restait quelque chose, un petit plaisir, quoi, qu'on se regardait le week-end ou le soir après une dure journée de travail, mais c'était pas du travail. Donc déjà, j'avais du mal à me dire que j'allais pouvoir gagner ma vie comme ça et que mes parents allaient accepter cette décision. En fait, je me suis totalement trompée, car quand je leur ai dit que c'était ce que je voulais faire, ils m'ont dit très bien, fais ce que tu veux. Donc déjà, c'est vrai que entrevoir une carrière dans le cinéma, c'est pas facile déjà. Une fois que la décision est prise, il faut savoir dans quelle école on va aller, si on veut aller dans une école. Et avant la Cinéfabrique, il y avait peu d'écoles qui correspondaient à l'univers duquel je venais. Donc j'étais heureuse de voir qu'une école donnait sa chance à tout le monde, avait proposait une vraie aventure humaine, et c'est surtout ce que j'en retiens. Car effectivement, il y a eu les cours théoriques, techniques, c'était super et c'est comme ça qu'on a tous appris. La dernière année, il y a l'alternance, donc on peut commencer à se plonger dans le monde professionnel et commencer à se faire des contacts. Mais surtout, on a appris à se connaître entre nous, entre gens de la promo. Et donc, c'est en fait maintenant ces gens-là que j'ai connus, donc Louise, Théo, Elio, Luca, c'est avec eux que je travaille maintenant. Donc, on a appris à être amis, on dormait ensemble, on se réveillait ensemble, on faisait la fête ensemble, on parlait cinéma ensemble, on faisait des films ensemble. Donc, on a tout fait ensemble et du coup, on se connaît bien, on est soudés, on se donne du travail, on parle de nous aux autres, on fait des films ensemble et ça, je trouve ça incroyable. C'est certainement comme ça dans d'autres écoles, mais je sais que les intervenants qui viennent nous voir nous disent que c'est vraiment marquant, quoi. La solidarité qu'il y a entre nous et le côté tous différents, mais tous réunis autour du cinéma. Eh bien, je te remercie, Sarah, pour cet échange. Merci à toi. Sweeter than wine. C'était Théo Abadi, Elio Balezzo et Sarah Grosset pour le film 20 dieux. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les précédents entretiens longs sur notre page YouTube et à bientôt pour une prochaine discussion de cinéastes.